Et bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. C'est le moment des coachs. C'est le moment où on regarde des coachs. Et oui, c'est comme ça, c'est une tradition. Maintenant, nous regardons des coachs. Et aujourd'hui, ce soir, pas n'importe quel coach. Des coachs en survivalisme. Des survivalistes. Attention à ne pas confondre exactement avec survie. Même si il y en aura aussi, hein, je pense. Voilà. Et j'espère qu'il y en a qui feront aussi la différence dans ceux qu'on va regarder. Je vais... lire un petit peu pour qu'on soit d'accord sur le terme de comment moi je l'ai entendu et un peu ce que j'ai trouvé. C'est donc un terme qui désigne des activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe éventuelle. Voilà. Donc ils se préparent en modifiant leurs habitations, en apprenant des techniques de survie. Voilà, et de la survie qui est vraiment une catégorie parmi ce qui concerne le délire survivaliste, etc. La survie, c'est juste, bon, si je me perds en forêt, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je regarde la mousse des arbres pour m'aider. Bon, ce n'est qu'une notion, quoi. Des rudiments de notions médicales, stocker des nourritures et des armes, bien sûr, tout ça. Voilà, en construisant des abris anti-atomiques. Alors, je sais pas s'il va y avoir tout ça ce soir, même s'il y a quand même des histoires de... C'est très sac, c'est très bouffe, j'ai un peu de sac, j'ai un peu de bouffe, j'ai un peu de bunker aussi, j'ai voilà, des trucs de prévention, j'ai un petit peu de tout. Ah oui, c'est ce genre de survie, ouais. Ah ouais, ah, bien sûr. C'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux. Mais il y a un peu de forêt aussi, vous inquiétez pas. Il y a un adjudant de l'armée dans les vidéos là qui explique comment survivre en forêt. Ça va être fou. J'ai tout à fait lancé le replay en fait. Oui, c'est vrai, je viens de le faire. C'est parti alors du coup. Et ben, nous commençons. Alors, je ferme les onglets, voilà. On va faire ça. Survivaliste. C'est parti pour la première vidéo. Le sac évacuation en cas de guerre. Que dois-je faire? Préparer. Et là, lui, c'est un petit peu, je pense... On démarre avec une valeur sûre quand même, parce que je pense que c'est un petit peu, lui, d'après ce que j'ai vu en tapant les trucs, il est en général le mieux référencé autour de cette thématique, autour de cette niche des survivalistes. Je pense qu'il est assez installé. C'est un petit peu le... Comment il s'appelait? Il est un peu au survivalisme ce que Tony de Esprit Dog était aux éducateurs canins. Voilà. Genre, je pense. Hein. Après, voilà, voilà. On sait pas. C'est parti. Merde. Voilà. Ok, let's go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo parce que on me le demande beaucoup et surtout parce que j'entends beaucoup parler de ça sur les réseaux. Du coup, je voulais un petit peu réagir à ça parce que les gens commencent un petit peu à paniquer. C'est vrai qu'avec les démarches du gouvernement français, ça peut faire peur aux gens et forcément, il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent si demain, il va pas y avoir une attaque, on va pas être sous le feu, est-ce qu'on va se retrouver comme en Ukraine? Parce que mine de rien, on vivait certes avec la guerre depuis 2014, mais ils vivaient normalement, entre guillemets. Ils allaient faire leurs courses, ils jouaient avec leurs potes, ils allaient travailler. C'était presque une vie courante, une vie normale. Et du jour au lendemain, ben, c'était une guerre. Et là, vous avez vu qu'en quelques mois, le pays est presque rasé. Les bâtiments se sont effondrés. Allez-vous laisser lui un peu une chance avant de tout de suite estimer comment il est, de tout connaître sur lui. Plus rien. Les gens se retrouvent sans habitation, sans foyer. Il y a des milliers de personnes qui ont quitté le pays du jour au lendemain, alors que quelques semaines avant, il a peur, il croit que c'est la guerre parce que vous faites vos manifestations là et tout. Il est en train de jouer au bowling ou d'aller voir un film au cinéma. Tout ça pour vous dire que on est en France, on est dans un pays plutôt sûr pour le moment. On fait partie de l'OTAN, donc normalement, nous sommes un pays qui, d'un point de vue stratégique, n'est pas trop attaquable parce que sinon il y a une réponse de l'OTAN derrière. Mais compte tenu de l'état d'urgence qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'Ukraine, au niveau de l'OTAN, au niveau des États-Unis et au niveau de la Russie, c'est un petit peu tendu dans tous les sens, surtout que on a un gouvernement qui fait que forcément ils mettent un peu le peuple en danger. Hein, vous avez vu les démarches d'Emmanuel Macron, je suis pas là pour faire... J'allais dire, ça fait 1 minute 32, ce qu'il va dire, je suis pas là pour faire de la politique. Forcément ils mettent un peu le peuple en danger. Hein, vous avez vu les démarches d'Emmanuel Macron, je suis pas là pour faire de la politique, mais en tout cas, il est en train de nous mettre considérablement en danger, à l'insu du vouloir du peuple, qui lui préfère être neutre vis-à-vis de tout ça. Certes, il y a un peuple qui souffre, les Ukrainiens souffrent, mais votre opinion sur... Alors sachez, oui, je vous le dis, la vidéo date d'il y a un mois. Hein. Non, c'est du récent là, c'est du fresh. Tout ce qui se passe là-bas n'est pas forcément très juste. Les fautifs ne sont pas forcément ceux que vous croyez.
Mais après, chacun D'accord? voit ce qu'il a envie de voir, chacun a sa propre opinion, donc je ne suis pas là pour en juger. Mais en Les tout cas, fautifs ne sont moi faut qui pas suis seulement ceux que vous croyez. ancien militaire, je peux que vous donner des conseils C'est un ancien militaire. sur votre préparation actuelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer un sac basique à Ok, faire. ça va, on rentre dans la survie. Et on rentre dans la survie. Il a mis un peu de contexte. Là, il est obligé de légitimer voilà, pourquoi il faut avoir peur. Pourquoi il faut avoir peur. Et donc, et puis t'as peur, et pourquoi il faut faire un sac. C'est logique, c'est... Merci Yann BVL qui nous dit « Putain, j'ai loupé le début du live, ça parle déjà de l'OTAN et de Macron. Merci pour tes lives. » Je suis pour rien, c'est grâce à lui. Avec des choses basiques que vous pouvez trouver aujourd'hui dans les magasins et qui peuvent constituer un sac qui vous permettra d'évoluer si jamais il y a un conflit. De toute façon, tout est politique. Je peux Donc, pas si jamais il y a un je peux rien faire. conflit, l'armée va se charger de vous diriger vers des structures où vous serez potentiellement en sûreté, mais elle n'aura pas que ça à faire. Vous avez vu qu'en ce moment, les effectifs français sont dans des opérations d'entraînement, de simulation, notamment je pense à l'opération Orion. Donc vous voyez que le pays est tout doucement en train de s'entraîner et en train de se préparer. Alors certains disent que c'est au cas où si un jour maintenant on vient à entrer en conflit. Mais le sac, est-ce que ça... Le sac si là c'était un montage qui va à best-of de ce truc-là, je remettrai tout le temps le moment où il dit « Moi je suis pas là pour faire de la politique ». Pas un rapport direct avec ce qui se passe en Ukraine, ça me semble une grosse coïncidence tout de même. On a deux pays qui sont en guerre aux portes de l'Europe, où l'OTAN est impliquée plus que jamais, et d'un coup, notre gouvernement décide de renforcer considérablement nos armées et de lancer des opérations d'entraînement à grande échelle. Si maintenant le pays devait être amené à entrer en guerre ou en conflit, l'armée serait directement menée au front, ce qui veut dire que sur le territoire, il n'y aurait plus que les forces de l'ordre pour diriger les civils sur des zones de protection. Vous avez ça, le chat adorerait ça. peut-être remarqué, mais récemment, il y a eu que les forces de l'ordre dirigent les civils. Une opération de test d'alerte. N'oubliez pas de faire votre sac pour ce jour-là. SMS vous alertant qu'une attaque aérienne peut arriver à tout moment, que ce soit un missile, que ce soit un drone, ou dans le cas extrême, une attaque nucléaire. Ouais. Tous ces essais, tous ces entraînements, forcément, poussent les gens à s'inquiéter, à se préparer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer le pactage à faire en cas de conflit direct, en cas d'attaque directe, dans le scénario où vous devrez vous déplacer et vous devrez quitter votre logement. Donc pour ce faire, vous allez prendre un petit sac. C'est parti. À peu près de ce gabarit-là. Inutile de prendre quelque chose de trop grand parce que vous allez devoir faire des kilomètres avec et souvent vous serez amené à rentrer dans des véhicules où tout ne rentrera pas forcément. Hein, vous serez mené à vous-même avec votre famille, avec vos amis et il n'y aura que de la place pour vous et votre sac que vous allez mettre entre les jambes ou sur vous. C'est pour ça qu'il vous faudra un petit sac. Dans ce petit sac, vous allez mettre l'essentiel et l'indispensable. Déjà, vous ne savez pas où vous allez dormir. Vous serez certainement amené dans des souterrains, dans des métros, dans des zones de protection, dans des bunkers. On vous a fait une vidéo sur le bunker de la ligne Maginot. Ça, c'est le bunker idéal pour aller se réfugier. Mais parfois, vous serez tout simplement amené dans des gymnases, dans des campements pour les réfugiés. Donc, vous allez devoir dormir. Pour cela, vous avez... C'est très très marrant le fait qu'il parle au futur. Voilà, donc ça, c'est le projet, quoi, en gros. Donc, quand ça arrivera... d'ici voilà quelques semaines, quelques mois éventuellement. Le tapis de sol, si jamais vous devez aller dans une cave ou dans le métro, avec le sac de couchage léger. Là, on va commencer à entrer au printemps, donc pas besoin de prendre des choses grand froid. En tout cas, ça peut vous... Ah, donc c'est maintenant que ça va se passer, quoi. Parce que si c'est en hiver, il va faire une version hiver. Un gros confort si jamais vous devez rester des semaines sur le terrain. Pour ce qui est du tapis de sol, si jamais vous n'avez pas ce genre de tapis de sol, moi, je vous déconseille déjà les tapis de sol gonflables. Ah ouais. Parce que avec les débris qu'il y aura au sol, si vous le mettez dessus, vous risquez de le crever et il ne servira plus à rien. Ah, il est malin, c'est vrai, ouais, ok. Parce que dans le métro, là, tu te caches dans le métro, il y a des débris, bam, tu dors sur du verre en fait. Ouais. Ce que je vous conseille, c'est une couverture, tout simplement, un plaid que vous pliez, vous le mettez dans un petit sac, dans une petite poche, vous le mettez dans le fond de votre sac, voilà, comme ça vous avez quelque chose pour vous coucher dessus si jamais. Vous ne savez pas combien de temps vous allez partir, vous ne savez pas si les rationnements vont se faire rapidement. Ouais. Je vous conseille d'avoir un petit peu de nourriture sur vous, donc ça peut être un paquet de pâtes, des petites bottes de conserve, la bouffe pour bébé, ça c'est très nourrissant et en plus ça prend pas beaucoup de place. Ouais mais des cubes de bouillon. Quand vous avez un peu faim, vous en croquez un, franchement, ça passe direct. Non, mais
Je veux dire, si c'est la fin, moi j'ai pas envie de manger de la bouffe pour bébé, hein, si c'est de toute façon la fin du monde, ça se voit trop, on mange des trucs trop nazes. Tout ça, vous pouvez les avoir dans un petit sac. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir au moins quelque chose à manger pour plusieurs jours. Voilà, avec des barres de céréales, des barres sucrées, du chocolat, des trucs comme ça. C'est toujours bon à avoir, ainsi que des paquets de gâteaux. Voilà, des Ah ouais? mouchoirs si jamais vous devez aller aux Des toilettes. paquets de gâteaux, moi je trouve que ça prend beaucoup de place pour la valeur nutritive que ça a, non? Après, c'est vrai que c'est pas très périssable. Ok, ok, ok. Pour vous laver, enfin bref, des mouchoirs c'est toujours utile. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille Tu commentes en dessous. Tu commentes en dessous de sa vidéo. Plutôt des princes ou plutôt Saint Wafers par exemple. de constituer une petite Et recette. puis, plutôt chocolat au lait ou chocolat Pharmacie. noir? Pas S'il vous besoin plaît. d'en acheter une comme ça. Vous prenez une petite poche, vous mettez mouchoir, de l'alcool, des pansements, une pince à épiler, un petit miroir. Les petites choses que vous pouvez Ok. mettre dans une petite trousse d'école par exemple peut vous suffire pour fabriquer une trousse à pharmacie. Mais si vous en avez Ok. une, je vous conseille de le mettre dans le sac. Souvent avec l'onde de choc, avec le souffle d'un missile qui tombe à proximité, Putain, c'est trop bien. En vrai, les mises en situation qui font kiffer rajoutent vraiment énormément. En fait, au moment où le missile va vous souffler. d'école par exemple peut vous suffire pour fabriquer une trousse à pharmacie. Mais si vous en avez une, je vous conseille de le mettre dans le sac. Je vais voir Souvent le avec l'onde de choc, avec le souffle d'un missile qui tombe à proximité, Ok. vous avez toutes les vitres qui explosent. Vous allez peut-être recevoir des débris de vitres dans le visage. Ça peut partir à une centaine de mètres. Ça peut être aussi des débris de métaux. Donc on n'est jamais à l'abri d'avoir des dégâts, même si on n'est pas à... Ah merde, j'ai oublié de. Attendez, j'ai oublié de changer le titre en mettant les survivalistes, tout ça. Et c'est toujours deux thèmes, choisissez. Attendez, je vais faire ça, je vais être professionnel. Les coachs survivalistes sur YouTube. Voilà. Parce que du coup, les gens qui arrivent savent même pas ce qu'on fait. Les coachs survivalistes sur YouTube. C'est parti. à proximité directe Les de la débris page. dans le Un petit Kinder. savon, ça peut toujours être utile si jamais vous devez vous nettoyer ou laver une plaie. Vous aurez certainement Mais j'espère qu'on va les comprendre ce soir, avoir un peu de contexte en les observant. Là, quand ils parlent comme ça, je me dis, ça part quand même d'une forme de... Voilà, je peux relate un peu, parce que c'est des gens anxieux, je crois. Tu vois, il y a un truc un peu genre, bon, ils ont peur en fait, ils veulent être prêts. Moi, j'aime bien être prêt aussi aux éventualités et tout, comme ça. Mais s'il y a un espèce de monde comme ça qui s'effondre comme ça, en mode post-apo et tout, pas envie de me battre vraiment pour vivre et tout. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas ça. Mais ça pourrait. Ça pourrait. votre téléphone sur vous, votre smartphone. Si jamais les C'est la guerre, ouais, c'est la guerre. Ouais, c'est antennes vrai. relais ne sont pas encore détruites et qu'il y a encore assez d'électricité pour fournir de l'énergie à ces antennes relais, votre téléphone vous sera utile. En Ukraine, les téléphones sont encore utilisés. Pas sur toutes les zones, forcément, mais il y a encore beaucoup de gens qui utilisent leur téléphone. Après, ils ont aussi des téléphones par satellite qui fonctionnent en autonomie. Mais si jamais vos antennes sont encore en bon état, prenez votre téléphone et une batterie banque avec un chargeur dessus. Ça peut toujours vous sauver la vie et garder Ouais. contact avec votre famille, vos proches, savoir où vous dirigez, avoir les signaux d'alerte et communiquer avec l'armée. Avec votre nourriture, vous pouvez aussi prendre des couverts. Il Si faut vous n'avez pas de communiquer avec tatou l'armée. comme celui-ci, vous pouvez très bien prendre un couteau, une fourchette et glisser dans votre Pas de PQ, c'est vrai ça. sac. Une boussole, pour moi, c'est un indispensable. Quand on vous dira il faut aller au nord de ceci ou au sud de cette ville ou partir en direction de ça, cette boussole vous sera d'une grande utilité. Pensez à aller dans votre mairie, prendre la carte de la région, de la ville, même de France, et comme ça peut grandement vous aider. Il fait quand même assez froid en ce moment, vous êtes dans un souterrain, une cave, dans un métro, et que vous voulez faire Bah, cuire tout à l'heure, il a dit il fait pas très froid. votre nourriture, vous réchauffez tout simplement. Un petit réchaud peut vous être très utile. Ouais, Bien il a des sûr, petits il vous mouchoirs. faut le quart qui va avec. Donc vous avez ceux-là, vous en avez des plus petits. Un quart peut vous permettre de cuire toute votre alimentation, donc c'est quand même indispensable. Les quarts, ça coûte rien. Ça, on connaît ça. Camping de festival, ouais. Vous allez à Decathlon, vous allez dans les grandes surfaces, nouille, vous là. en trouvez très très rapidement. Je vous conseille aussi de prendre une gamelle en inox ou en aluminium, comme ça vous pourrez manger aussi tranquillement. Ne prenez pas le meilleur couteau de survie que vous avez. C'est un sac évac, prenez un petit couteau. Je parle vraiment à la personne lambda. On n'est pas dans un domaine survivaliste ou je ne sais pas quoi, c'est de la survie. Mais là je vous parle d'un sac évac. Ah merde, on n'est pas dans le truc survivaliste, mais moi, c'est ma soirée, c'est ça, mec. Attends, wow, les gens vont dire que j'ai Parce que vous êtes inquiet, vous avez peur de ce qui se passe en ce moment. un sac Vous avez évac. peur qu'il y ait une attaque nucléaire, qu'il y ait une J'avais pas compris, je crois que c'était la marque du truc, le sac évac. Bah oui, guerre en d'évacuation. France. Donc vous vous préparez au moins au minimum. Prenez un petit couteau, un petit dépliant comme celui-ci, ça passe très très bien. Un opinel, un couteau suisse. Si vous n'avez rien de tout Ouais, ça, ouais, ouais.
chez vous, Bah, c'était, voilà, ouais, c'est un peu, voilà, c'est le premier niveau du survivalisme, un quoi. C'est couteau de pour le. cuisine, ça peut Lui, il l'est, mais voilà, il veut aider le commun des mortels qui pourrait ne pas être préparé, et je comprends ça. Merci, Jack Limonade, pour le Prime. vous permettre de manger, de vous sortir d'une situation compliquée, plein de choses. N'oubliez pas une petite lampe de poche. Prenez une lampe de poche que vous avez dans votre garage, dans votre grenier. Vous allez à Decathlon, vous allez dans un magasin de sport, chercher une petite lampe de poche à 4 euros, 5 euros. Vous n'avez pas besoin d'avoir la meilleure lampe de poche qui soit, mais au moins de quoi tenir les nuits si jamais. Et Moi, je mettrais beaucoup de thunes dans la lampe de poche quand même. Je pense que c'est vraiment important, la lumière. préférence, une lampe de poche qui se recharge en USB. Sauf si on veut se cacher et pas se faire repérer, mais tout dépend de l'ennemi, de la cause C'est beaucoup mieux. Une gourde, forcément vous allez beaucoup marcher. sponsor Vous allez vous Decathlon. déplacer dans les tunnels, dans les métros, faut Je crois que vous c'est hydrater. juste. On ne sait pas si le Si vous devriez citer un autre magasin qui vend ces trucs-là, vous ne pourriez pas. C'est logique de dire ressources vont Decathlon. arriver en Moi, je le défends. abondance. C'est toujours compliqué en état de conflit. Ensuite, les choses indispensables. Le seul reproche, c'est qu'il parle de missiles et de guerre, alors qu'il pourrait simplement parler de séisme ou de tsunami. Oui, oui, non, mais c'est ça. En fait, la mise en contexte et la raison. Pourquoi tu me fixes comme ça? Me regarde pas comme ça. La, la mise en contexte et genre. Il y a tout un storytelling et un emballage, et je crois que c'est parce qu'il sait quel public il vise et pourquoi il fait, à qui il s'adresse et quel public il veut viser. Et ça, c'est tout l'enrobage un peu. C'est presque du marketing finalement. Mais au final, ce qu'il explique de comment se faire un petit sac, en vrai, ça peut être. C'est utile, je sais pas. Pourquoi pas avoir un petit sac comme ça? On sait jamais qu'il arrive une merde. Voilà. Hein. Indispensable. Prenez de quoi noter avec stylo, papier, calepin. Voilà. Ça, c'est très très utile si jamais vous avez perdu un proche, que vous devez noter un nom quelque part, le mettre sur une affiche pour le mettre aux yeux des urgentistes ou des sapeurs-pompiers. Ouais, ok. Vous notez le nom, perdu, telle heure, telle date, vous le mettez là-bas. Votre numéro de téléphone, si vous avez besoin d'être contacté avec votre nom. Si jamais vous avez un enfant, vous notez toutes ses coordonnées, tout ce qu'il faut savoir, vous lui mettez dans une poche. Un itinéraire à suivre, un numéro de téléphone à prendre. Si jamais on vous dit, appelez-nous à ce moment-là pour prendre contact. Ou même créer une carte pour vous repérer là où vous êtes. N'oubliez pas vos Oh, mais c'est méga. Faire sa propre carte. papiers pour vous identifier. Ça peut être votre passeport, votre carte d'identité. Et si vous l'avez, votre carte de groupe sanguin. Ça, si jamais vous avez quoi que ce soit, on peut vous transfuser. Pour les gens qui sont militaires, Bah dis donc. Moi, je sais même pas quel est mon groupe sanguin. votre carte de groupe sanguin. Ça, si jamais vous avez quoi que ce soit, on peut vous transfuser. Pour les gens qui sont militaires ou anciens militaires, gardez Voilà. votre carte chat, on vous militaire parle, là. sur vous. Moi, la mienne, je la garde toujours et je la On vous parle, là, on est la cible. mets dans mon sac si jamais il y a quoi que ce soit. Parce que les anciens militaires seront les premières personnes qui seront amenées à défendre Merci, des zones Ancha, pour le en cas de Prime. conflit. Si jamais toute l'armée est amenée sur une opération de défense, les anciens militaires, vous serez les défenseurs des Moi, je savais pas qu'il y avait des cartes pour le sang. Hein. Je savais pas ça. Hein. Mais je dois être à quelque chose. civils. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en Ukraine, par exemple, beaucoup d'hommes qui sont sur le front sont des gens qui sont totalement civils, qui sont des anciens militaires ou des gens totalement lambda. Il parle plus calmement, là, il prend un ton grave. On a des comptables, des boulangers, tout le monde a pris les armes parce que toute leur armée était déjà utilisée sur le front. Donc les anciens militaires, vous êtes indispensables. Et en dernier, je dirais une radio. Vous avez entendu? Bien sûr, Des anciens ça, c'est militaires dans plus le chat, délicat là. à avoir aujourd'hui. Tout le monde n'a pas une radio chez lui. Si jamais vous en avez une, mettez-la dans votre sac. Si vous n'en avez pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins qui en proposent. Si jamais vous êtes curieux, allez voir, jetez un petit coup d'œil au prix. Et je peux vous dire que ça peut être vraiment un indispensable. Il suffit que vous soyez sous les décombres, vous avez votre sac évac avec vous, votre radio. Vous pouvez très bien communiquer avec les services de l'ordre au-dessus, les sauveteurs, la police, grâce à ça. Donc ça peut être un plus. Par contre, en état de conflit, surtout n'utilisez pas les fréquences de l'armée, de la gendarmerie, de la police, parce qu'ils seront submergés de travail et d'informations d'État. Vous libérez toutes les fréquences qui sont prioritaires. C'est très très important. Mettez-vous sur des fréquences qui ne sont pas utilisées. Voilà, ce sac évac, ce n'est pas un Ok. sac évac standard. C'est un sac évac qui va vous permettre de suivre les directives de l'armée. Ils vont vous dire, Ne pas se rendez-vous à mettre cette zone-là, sur suivez cet homme, montez dans ce camion, les fréquences partez de dans ce l'armée. gymnase, allez dans ce métro. C'est à ce moment-là que vous prenez votre sac et c'est La celui qui va fréquence vous suivre divine. tout au long de votre survie. Voilà, vous n'avez pas besoin de penser à un sac ultra lourd. Là déjà, avec les conserves, la pharmacie et l'eau, vous avez déjà quelque chose d'assez lourd. Ne vous encombrez pas. Puis Et ça me perturbe vraiment, j'ai eu le même mur à un moment. C'est le même bleu et la même texture, quoi. On dirait qu'il est dans un ancien appart à moi. C'est dingue. bougez vite. Ce sac étant fait, si fais des- vous je fais des pensez parenthèses, que mais- on approche doucement d'un conflit, qu'une attaque est imminente, et que vous vous inquiétez pour votre survie, prenez ce La sac. Switch, il a pas dit, ouais, ça dépend de la taille du sac, mais il y a une batterie externe, machin, des trucs, donc ça se fait. Après, tu perds en énergie pour le téléphone. Pour moi, si ça rentre, c'est ok.
constituez-le, mettez-le à la porte d'entrée, et si jamais il arrive quoi que ce soit, Ouais, il j'avais les alerte, mêmes hachettes, j'avais les haches aussi sur le mur, tout pareil. vous le prenez et vous allez au sous-sol. Aujourd'hui, on n'est pas dans un état de conflit. La guerre, pour l'instant, elle est en Ukraine avec la Russie. Elle n'est pas ici. Aujourd'hui, on n'est pas en danger. Ne vous inquiétez pas, ne partez pas dans une psychose. Nous avons tout de même une très bonne défense. Bah, ta vidéo, elle est longue. Pour nous attaquer, il faudrait que ce soit suicidaire. Mais en 2023, il y a beaucoup de choses qu'on découvre, il y a beaucoup de choses qui sont instables dans le monde et on n'est jamais à l'abri d'une erreur ou d'un comportement abusif, voire même d'un accident qui peut engendrer une catastrophe. Donc pas d'affolement et la France a tout intérêt à ne pas entrer en conflit avec la Russie. Ce serait une aberration. Maintenant, ce qu'on attend, c'est des négociations, c'est un pacte de paix. La chose aujourd'hui la plus sensée, ce serait une discussion, une négociation pour terminer cette guerre. On sait tous que peu importe les conflits qui sont arrivés au Ah là, passé, il repart, là. Il repart. Et là, il a expliqué son sac, il repart. ont été terminés avec des négociations, avec des contrats et des pactes de paix. Donc aujourd'hui, on aurait tout intérêt à commencer par ça. Des négociations, des pactes de paix, plutôt que de commencer à se tirer dessus. Surtout qu'il y a beaucoup d'intérêt en jeu et Il aime pas la bagarre, en fait. rentrer dans ce genre de conflit. Voilà, je fais cette vidéo dans ce décor-là parce que bon, il faisait très très froid dans le studio, donc je m'en excuse si jamais c'est pas quali absolu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Le chat t'aime pas. Moi, franchement, moi, j'aimais bien les conseils. Le stage Lynx 1 est complet, donc on ne recrute plus pour ce stage, mais le stage Loup 1 va commencer d'ici avril. On recrutera à ce moment-là. Encore merci à vous, faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. Allez. C'est sa phrase de fin. Dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez. Ciao. Merci. Franchement, mais j'aime bien mais son branding et la manière dont il accroche, dont il vient chercher le truc et le contexte qu'il met pour justifier son truc de sac, de sac évac. Parce que là, vous avez que le titre sac évacuation en cas de guerre. Mais la miniature, elle est dingue. Mais je sais pas si on peut la voir comme ça, vu que j'ai mis dans la playlist. Ouais, on peut pas vraiment voir, quoi. Mais en fait, la miniature, elle est folle. Vous la voyez là. Il y a un gros drapeau français, là, comme ça. Et il est écrit « Et si la guerre en France, c'était demain ?» Voilà. La miniature... Bon, maintenant, on va regarder l'épicerie du survivaliste. C'est parti. On va parler nourriture, là. Le survivaliste.blogspot.com. Alors, je crois que c'est vieux, ça. Il y a 11 ans. Oh, bah dis donc, bah voilà, on voyage dans le temps. Là, la première était il y a un mois, et là, c'est il y a 11 ans. Voir un peu comment ils ont évolué, finalement. Salut et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui on va parler un peu de l'épicerie du survivaliste. Il y a beaucoup de choses à dire sur la nourriture et c'est certainement pas en une vidéo. Ça fait 11 ans qu'il se prépare, il est toujours là. Il aurait fait une maintenant, c'est la même chose. Tout dire. Alors déjà, c'est vrai, on pourra nommer un... On va voir si le truc se répète, s'il y a un schéma qui se répète, mais ils ont une casquette. Ils ont une casquette. Il y aura beaucoup plus de vidéos sur l'épicerie du survivaliste et sur la nourriture en général et sur comment stocker notre nourriture intelligemment. D'abord, il faut savoir que nos supermarchés aujourd'hui et basiquement toute notre organisation, elle est basée sur un concept qui nous vient du Japon et qui s'appelle le juste à temps. Qu'est-ce que le juste à temps, ou d'autres personnes l'appelleront les flux tendus? C'est basiquement que nos supermarchés aujourd'hui, votre supermarché... C'est vrai qu'il a une hache arbalète, lui il a des armes stylées, il a un petit chapeau de paille aussi, ça c'est quand il est... Là, ça c'est qu'il est en combat. Ça c'est quand il fait de la culture un petit peu, qui fait pousser ses légumes. Parce que peut-être lui, c'est... Voilà, on est sur des réserves dans un bunker. Ah, il y a un drapeau américain. Dans un bunker, lui il est plus resté sur place, fortifier sa maison, je crois. C'est un autre délire. De quartier... n'a plus un entrepôt derrière où ils ont par exemple un mois d'avance de nourriture. Ce que vous voyez sur les étagères dans votre supermarché, c'est basiquement la seule chose qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils... Et là, il y a c'est quoi? Urgence, port. Bon, il y a une petite présa, quoi. Ils ont de 2 à 3 jours de réserve. De 2 à 3 jours de réserve, ça veut dire que ces 2 à 3 jours de réserve sont pour des temps normaux. S'il y a une panique, comme on le voit souvent
Par exemple, dans l'est des États-Unis, quand il y a une énorme tempête de neige, les gens se ruent dans les C'est vrai qu'il a il a un accent de quelqu'un qui parle français depuis longtemps mais ne parlait pas français à la base. À mon avis, il est anglophone, je crois. Il est. supermarchés pour acheter les basic staples Oui, là voilà. sur ma table. Il voulait qu'on en soit sûr. Par exemple, eau, farine, huile, sel et ainsi de suite. Donc ils se ruent dans les supermarchés pour acheter ça, et ça, ce n'est pas des temps normaux, et ce qui était 2 ou 3 jours de réserve pour un supermarché normal sera basiquement de 4 à 6 heures. Donc le stockage de nourriture, c'est quelque chose que nous faisons Très bien. en tant qu'espèce, et il y a d'autres espèces animales qui font du stockage de nourriture. J'accélère un peu. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde Une société. C'est-à-dire que nous avons des printemps, des étés, des automnes et des hivers. En hiver, il est beaucoup plus difficile de trouver de la nourriture, parce qu'il est beaucoup plus difficile de la faire pousser, de la produire. Aujourd'hui, on rééquilibre un peu, on triche en fait, parce qu'on prend des pays comme le Chili ou le nord de l'Afrique, et on importe la plupart de notre nourriture. Donc on est capable de trouver des tomates en hiver à Paris, pour la simple et bonne raison qu'on a des avions et qu'on va les chercher dans un autre pays. Oui. Ce qui veut dire que notre nourriture, elle est extrêmement dépendante sur tous les systèmes de distribution. Qu'est-ce qu'un système de distribution? C'est donc les avions, les trains, les camions et ainsi de suite. C'est sûr. Un effondrement de nos systèmes de support voudra dire une interruption momentanée ou beaucoup plus longue de nos systèmes de distribution. Donc, qu'est-ce que j'ai sur la table? Déjà de l'huile d'olive et de l'huile végétale. Ça, c'est 2 basiques que tout le monde devrait avoir à la maison. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète des bidons de 3 litres pour 19,99, $20. Basiquement, il faut au moins 2 bidons d'avance. L'huile végétale et l'huile d'olive, c'est parfait pour faire la cuisine et tout ça. Après, bien sûr, on a la farine. Alors la farine, nous, vu qu'on fait notre propre pain, on a pas mal de farine parce qu'on a une bonne rotation de ce produit. Mais basiquement, farine, sucre, miel. Le miel, n'hésitez pas parce que le miel se garde à vie. Donc, ah ouais? on peut en acheter énormément. Du sel, et ça c'est basiquement avec le yeast, levure pour vous. Nous, notre levure, généralement, elle vient dans des petits paquets. Nous, on achète en gros et après on remet dans un Tupperware et bien sûr on met la date et ce que c'est dedans. Ces produits-là, de base, donc sel, levure, miel, sucre, farine, huile végétale et huile d'olive, c'est vraiment la base en fait de notre alimentation. Ce n'est pas des produits qu'on peut consommer directement, mais c'est des produits qui aident à fabriquer d'autres produits, comme par exemple du pain. Donc, fabriquer énormément de choses à partir de ça, quoi. C'est logique. Après, qu'est-ce qu'on a? Simplement, on va se Mais baser... si on n'a pas le temps, ou qu'on est constamment en mouvement et qu'on se cache, après lui, voilà, lui c'est pour faire du sur place, quoi. C'est caché dans un bunker, c'est ça. Parce que l'autre, il était prenez des petits gâteaux, je comprends. Sur du riz, des pâtes. Après, il faut crafter, voilà. Tout le monde mange. Le riz, ce qu'il y a bien avec le riz, c'est qu'ils viennent généralement dans des plus gros paquets. On peut même acheter des paquets, nous ici, de 50 pounds, donc 25 kilos, pas cher, ça se garde. Il dit basiquement, c'est basically. Dans ce paquet-là, j'ai 30 portions de 160 calories. Ce que j'aime bien, c'est acheter des plus petits paquets dans des pots comme ça, parce que c'est plus facile pour le troc. Donc c'est soit on peut consommer, soit je peux troquer et j'ai pas... Ah donc il fait quand même du troc, il est en déplacement quand même. Alors lui, il parle même pas au futur comme l'autre, il parle au présent. Donc là, il sait déjà la fin du monde. Mais c'est vrai qu'il a ses petits gants troués, et il a même un petit peu sale et tout. On dirait vraiment qu'il vit déjà, on dirait déjà qu'il est dans un monde post-apo. Percer un sac entier. Peut-être qu'on n'a rien compris. Semoule, super. En fait, un jour, j'ai mis mes doigts dans un grille-pain et depuis, voilà, le monde s'est effondré. Après, bien sûr, pâtes. Les pâtes, au choix, on a beaucoup de pâtes. Merci Feuille d'herbe pour les 5 mois. Les haricots secs, énorme apport en protéines. Donc c'est un super produit, pareil, qui se garde longtemps. Pardon. Marianne qui dit, mais il est pas sale, t'es pas très gentil. Non mais je sais pas... C'est vrai que dit comme ça, c'est horrible. Mais non mec, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, on dirait quand même que là, il traînasse un peu dans son bunker, je sais pas, Pardon, c'est peut-être la vidéo qui a 11 ans, c'est l'image. Des petits sacs comme ça, et bien sûr, on transvite dans des bocaux en verre. Pareil pour les lentilles. Les lentilles, ça nourrit une énorme... C'est la casquette qui est sale, je sais pas, il y a... Avec le riz. Je juge pas. Riz, lentilles, haricots,
Et Pat, c'est vraiment la base. Voilà, il a un peu une vibe Last of Us, c'est ça, il est... Je sais pas, hein. Ce qu'il faut comprendre avec la nourriture comme ça, c'est que la seule règle à respecter, c'est qu'il faut stocker ce qu'on mange. Ah mais la vidéo date de quand? C'est une des plus vieilles vidéos qu'on ait pu voir en soirée coach, hein, je crois, il y a 11 ans, donc en 2012. Ah oui, mais c'était la fin du monde en 2012, c'est vrai. Et il y a aussi eu... En faisant mes recherches là, j'ai trouvé, mais c'était un long documentaire, on regardera peut-être une autre fois, mais sur les survivalistes qui se préparent au bog de l'an 2000. Et manger ce qu'on Aussi. stocke. Il faut qu'on adopte une rotation. Parce qu'apparemment, le passage à l'an 2000 eh ben, a relancé une vague survivaliste aux États-Unis. Quand on regarde la page Wikipédia, ça fait partie des grands moments. Moi, je savais pas. Le bog. Ce qui veut dire que n'achetez pas, par Le exemple, bog. de la semoule si vous ne mangez jamais de semoule. Tiens, Parce que vous il y a allez un jamais bog. la faire tourner et donc vous allez en fait la waster, vous allez la perdre. Si votre famille mange beaucoup de pâtes, achetez des pâtes. Ce qu'on appelle ici du copy canning, c'est tout simplement si vous mangez une boîte de pâtes comme ça par semaine, donc vous allez au magasin et qu'une fois par semaine vous achetez un paquet de pâtes, achetez-en 2. Okay? Si la semaine d'après vous êtes toujours bon, achetez-en 2 encore. Donc ça vous fera après. Mais non, parce que si tu en achètes 2, tu vas moins faire tes courses la fois après. Ah, il faut une logique... Ouais. 2 semaines, vous avez mangé 2 paquets de pâtes et il vous en reste toujours Pourquoi pas 2. 3 hein? Et pourquoi si pas le mois 3? d'après, donc ça vous fera 4 paquets de pâtes à la fin du mois en réserve. Si le mois d'après vous avez plus d'argent, vous pouvez manger vos réserves. Okay? Si il vous reste de l'argent, refaites-le. Dans 2 mois, vous aurez 8 paquets de pâtes. Nous on le fait pour tous ces C'était vraiment compliqué. Est-ce que tu peux réexpliquer le calcul avec les paquets de pâtes? produits. Après il y a d'autres produits intéressants qui sont bien sûr tout ce qui est les cans. Je sais plus, les boîtes de Une conserve. canette ou une boîte de conserve, c'est ça. Boîte de conserve, basiquement, il y a 4 catégories. Il y a tous les plats Pardon. déjà préparés, genre ravioli et ainsi de suite. La manière dont tu as dit boîte de conserve après, ça faisait vraiment comme si je l'avais... Parce que j'ai refait le... Boîte de conserve, ça va... Ouais, boîte de conserve. Ça... Ensuite, il y a les soupes, Ouais, voilà. il y a tout ce qui est légumes, donc sweet peas, betteraves, peas, petits pois, et ainsi de suite. Et il y a les fruits. Nous, par exemple, moi en fruits, je mange que des poires, donc on a beaucoup de poires. Je ne mange pas, par exemple, j'en sais rien, je dirais une bêtise, mais je ne mange pas de melon, par exemple, donc je ne vais pas acheter 50 boîtes de melon. Bah... Si c'est la fin du monde, enfin voilà. Mais... des bons fruits. Pour les catégories, et il y a une autre catégorie en fait que j'ai oublié, donc ça fait 1, En plus, 2, c'est 3, super, le 5 melon. catégories, c'est tout ce qui est la viande. Donc poulet, viande et poisson, poulet, tuna et ainsi de suite. Voilà, ça, moi je mange rien de ça. Hein. Les viandes là, dans des trucs qui se mangent à base d'animaux, mais qui sont dans des boîtes de conserve, ça me terrifie à moi, ça, pardon. Donc nous par exemple, on mange beaucoup de poulet en boîte comme ça parce que du poulet en boîte. Jamais dehors, ça veut dire du poulet en boîte. nous on prépare tous nos repas du midi, on les prépare la veille au soir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on fait notre pain et après on fait des sandwichs avec le poulet. Donc généralement on mange 2 boîtes de poulet comme ça par semaine. Non, faites pas ça. Et donc, vu qu'on en mange 2, j'en achète 4. Okay? Ça me suffit. Hein. On dit voilà, bah, tu peux venir dans. C'est la fin du monde. On me dit ça, venez dans mon bunker. Il y a des zombies qui courent après moi. Je rentre dans le bunker comme ça, on s'enferme et tout. Et après, je dis merci de m'avoir sauvé, c'est gentil et tout comme ça. Il n'y a pas de souci. Tu veux une boîte de conserve de poulet? Et là, je sors et je me laisse manger par les zombies. Après, bien sûr, tout ce qui est snack, donc les barres énergétiques et tout ça. Ça, c'est juste un petit entrevue d'une épicerie de survivaliste. C'est juste pour faire une petite introduction par rapport à ça et parler donc du stockage de nourriture qui me paraît extrêmement important aujourd'hui. Donc, stay safe et ciao. C'est pas encore la fin du monde, pourquoi il commence déjà à mal manger? Bah non, mais bon, finalement, on était sur un truc un peu... Il y avait une stratégie budget, en plus, il y avait le côté... parce que l'autre, le premier, bon, fallait aller chez Decathlon, il y avait plein de matos. Lui, on était sur la bouffe, il y avait des petits plans, voilà, pas chers. Alors, les spécialistes de l'alimentation vont souligner, en effet, ça me semble pas être complet, tout ce qu'il dit là. Hein. On n'a pas tous les bons nutriments, mais bon, peut-être qu'on a ce qu'il faut pour survivre, mais bon, c'est vrai que j'aurais imaginé un truc plus... Ça manque un peu de légumes, mais après, bon, là, on est sur des trucs qui doivent se conserver, quoi. Donc, forcément. À Decathlon, il y a des pâtes. Bon, allez, bah, on passe à la suite. Moi, c'était bien. Moi, il m'a semblé sympathique, lui.
J'aimais bien l'ambiance en fait de... C'est vraiment son bunker, enfin son garage ou je sais pas quoi, il monte ça. Mais on dirait que c'est un peu un faux décor, même qu'il est déguisé, qu'il est un peu cosplayé et que tu sais, on dirait que ça pourrait être une chaîne qui parle de SF, qui parle de trucs post-apo, mais qu'il a fait un peu un personnage, tu vois. Et qui fait il fait des chroniques. Ça, je sais pas, il y a une belle vibe, je trouve, dans cette image. Alors, en plus, la vidéo, elle date, donc ça donne ce truc-là. Donc il se rue dans... Mais j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que j'ai des vidéos pendant le Covid? Alors, j'ai pas trouvé des trucs spécifiques à ça. C'est vrai que devrais peut-être en rajouter. On verra après, Là, L'épicerie survivaliste, ça fait nom de chaîne YouTube. Alors là, c'est l'épicerie du survivaliste. C'est vrai que ça c'est vrai. C'est vrai. Alors, mais sa chaîne... Ah non, c'est pas ça. Ça, c'était juste la vidéo. Bon. Non, mais ok. Ah oui, est-ce qu'il fait toujours des vidéos? C'est vrai, ça. Alors, je sais pas pourquoi je suis tombé directement. Je crois que c'est en tapant survivaliste, en fait. C'est comme ça. Le survivalisme. Alors oui, il fait toujours des vidéos. Tout à fait. Il y a 2 mois, il y a 4 mois, et il a beaucoup changé, putain. Je ne le reconnais même pas. C'est dingue, ça. Alors, je vais vous mettre un petit extrait les cadeaux de Noël survivalistes. Salut, c'est Valois, c'est pareil. Les cadeaux Ah si, ok, c'est lui. de Noël. J'ai longtemps hésité cette année à faire cette vidéo cadeau de Noël, tout simplement parce que j'ai déposé énormément On est 11 ans plus tard. de matériel sur mes listes Amazon. Et donc, si vous avez si vous voulez offrir les couteaux, là. un numéro 5 à un proche, un petit truc nerveux, urbain à souhait. Donc voilà, si vous voulez offrir ça à un proche... Ah oui, c'est des idées cadeaux, en fait. C'est des idées de cadeaux de Noël à offrir à un survivaliste. Mais en vrai, c'est pas mal. Ah oui, j'avais pas vu tous les... J'avais pas vu qu'il avait un mur de couteaux. Avec une garde qui Ah, c'est la pub. Ah merde. Bon. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Je suis là. Ok. ne se prend pas dans les vêtements. Vraiment un petit outil. Ok. Allez, on continue. On va changer de truc. Alors, maintenant, voilà. Là, on est plus sur du bunker, je crois. Parce que ça s'appelle bunker sauvage. Mais pourquoi survivre, en fait? Mais oui, mais c'est ça. Mais voilà, je veux pas mettre un peu de moi dans ce débat, mais je me dis... tant d'efforts, quoi. Attends... Mes chers camarades. Déjà, là, dans un contexte où bon, on peut dire ça passe sur pas mal d'aspects, on a un certain confort, bon, c'est déjà pénible. Imaginez dans un monde où on doit manger de la viande dans des boîtes en conserve et dormir dans des débris de verre, dans des métros, sur des matelas comme ça. Moi, j'aurais pas la patience. Hein. J'ai la flemme d'avance. J'ai déjà la flemme d'avance. Voilà. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, moi je pense que c'est bien qu'ils existent. 2 heures sur Internet et je suis déjà perdu. C'est ça. Il n'y a pas Internet. Déjà. Alors. Donc je mets ici. C'est un truc de bunker sauvage. On est plus sur une idée de bunker. Donc comme ça, on a vu le premier avec le sac évac, la bouffe. Et maintenant, on est sur l'aménagement de bunker, j'imagine. J'essaie de faire une logique. Hein. Je fais bien ça. Excusez-moi. Ce que je ne monte jamais au bunker et que vous ne verrez plus. Qu'on est sur une exclue. C'est sorti il y a 1 an. Bon bah, ok. C'est il y a 1 an. C'est parti. Mes chers camarades, bonjour. Ici Nota Bene. Bon, les amis, vidéo Ah, c'était sa vanne du début. exceptionnelle aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose que je n'ai jamais montré sur YouTube et que je pense pas remontrer à l'avenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, on est dans des codes un petit peu plus mainstream. On est sur voilà, ok. Le vlog survivaliste. On est au Là, bon je endroit. viens d'être interviewé par la chaîne de télévision Allô France 3. Il y a France 3 qui a débarqué ce matin. Ils étaient une équipe de 7, La musique 3 caméras, 2 preneurs de son, un réalisateur, un script. Merci Jazzou Rock pour les 2 mois.
Bref, ils étaient super nombreux. Ah oui, c'est vrai, j'ai laissé en accéléré, pardon. Oui, c'était la dernière. C'est l'avant, il allait lentement. Mais là, je vais remettre en normal, il parle vite, le jeune homme. Ce matin, ils étaient une équipe de 7, 3 caméras, 2 preneurs de son, un réalisateur, un script. Bref, ils étaient T'es une super star, nombreux, quoi. c'était assez impressionnant. Ils sont venus parce qu'ils sont en train de faire un reportage sur les survivalistes, le retour à la nature, les autonomistes. Ils me suivaient sur YouTube et ils voulaient un peu faire un reportage. On doit trouver ce reportage, du coup, pour Au continuer moment où je la... tourne cette vidéo, ça vient juste de se passer, le reportage n'est pas encore sorti. J'attends de voir s'ils vont axer et orienter leur reportage sur ces fachos d'extrême droite, ou si ça va être Ah, genre le chat. Vous avez vu? plutôt bon enfant, je sais pas. S'il le dit, c'est que lui, non. Hein. Je les ai bien prévenus, j'aurais bien expliqué ce qu'ils avaient le droit Parle de faire. de vous, là. On verra, j'attends la sortie du reportage avant de dire si c'était une bonne ou une mauvaise expérience, mais pour l'occasion, j'ai aménagé des petits décors afin de pouvoir leur montrer des trucs. This way. Ah oui. En réalité, c'était une véritable fête foraine. C'est-à-dire que je leur ai fait des stands. Il y avait le stand bois, le stand viande séchée et le stand réserve. On va en parler. Donc le stand bois, rien d'exceptionnel, c'était pour montrer bonjour, je fais du bois ici tous les jours, mon quotidien. Et bon, ils ont fait des petits plans, voilà, je leur ai montré C'est-à-dire que tout est mis en scène, en fait. quelques petites sculptures que j'essaye de faire. Non, c'est pas mal, hein. Il nous montre un peu de son art. En mode bushcraft. C'est pas mal. En vrai, c'est... Et du coup, je vais vous montrer la première pièce dans laquelle je les ai amenés. Il va blesser son cadreur avec cette machette à un moment. Il va C'est là où blesser je fais quelqu'un. La Hein. viande séchée, par ici. La viande séchée. C'est mieux que de la viande en conserve. Ça, on voit quelque chose à l'image, ça va? On voit bien. Bon, alors en gros ici, je vous explique, j'en ai profité pour faire du rangement. C'est l'avantage de l'émission, c'est que j'ai pu un peu réaménager. Déjà quelque chose que je ne montre jamais sur YouTube. Des pièges à animaux. Alors celui-là, il est excellent. Son concept est vraiment tout bête, regardez. Ne paniquez pas, le chat, c'est pas pour les manger, c'est pour avoir des nouveaux amis. Il y a 2 portes C'est pour qu'il ait des copains dans son bunker. Voilà. de chaque côté que je soulève avec ici, vous voyez, une petite vis. Je viens rabattre, voilà, comme ça. Donc là, la porte reste ouverte. Et là, regardez ici, je viens bloquer ce truc, hop, sur le tapis. Et là, après, on met un appât, par exemple, au fond de la cage. Et donc, l'animal va passer. Ça attrape même des machettes. Et au moment où il va C'est une machette sauvage qui rentre dedans et c'est comme ça qu'il trouve des machettes, il les attrape. marcher sur cette trappe, hop, capture. Ok. Voilà, donc ça, je le montre assez rarement. Parce que moi, je j'aime pas trop capturer les animaux. Ah, voilà. Je défends la lutte animale. Mais Il défend la lutte animale. voilà, dans une optique de survie, c'est bien d'avoir ça si on a besoin de trouver de la nourriture, vous vous en doutez. Et pourquoi moi j'ai ça? C'est parce que j'ai beaucoup de chats sauvages ici, ça me permet de les capturer afin de les castrer. Dessous, un ami Avec sa machette. m'a amené ça, c'est quelque chose qui vient de... Il vient de tout annuler là. Comment ça, il attrape des chats sauvages et il les castre? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça voilà, ça n'a rien à voir avec la survie, c'est juste une passion quoi. Enfin, c'est juste un petit passe-temps. Tous les dimanches, on casse des chats et puis bah voilà quoi. qui est utilisé chez les douanes pour transporter les animaux. Donc bon, pas plus, hein, c'est une cage à animal, mais faite main et je la trouve assez intéressante. Voilà. C'est vrai qu'elle est intéressante. La viande séchée, les amis. Vous m'aviez vu lors du premier confinement en faire sur internet. La salaison, après l'assaisonnement et le séchage. Donc voilà ce que ça donne. Je continue d'en faire. Voilà, ceux-là seront bientôt prêts. Il y en a encore ici, il y en a encore là. Moi, ici, je je trouve fais pas ça. sécher des noix pour en avoir plus ou moins à l'année. Et également, j'ai fait un espace de travail pour faire sécher mes châtaignes. Parce que je vous en avais déjà parlé. Ici, c'est une châtaigneraie. J'ai beaucoup de châtaigniers. Donc, je pourrais les stocker ici afin de faire ma farine de châtaigne. Donc là, les carottes stockées dans le sable. Mes habits d'apiculteur. Et alors, la prochaine viande en préparation. Donc là, bon, vous verrez que du sel, mais si je creuse un peu, voilà, il y a la viande ici en dessous, Ah oui. qui est en train d'être déshydratée. Le sel déshydrate, il vient cramer les chairs, il vient cuire la viande. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Là, on peut voir quelques petites récoltes du jardin, comme la salade et les oignons. Et en J'apprends fait, plein de choses qui n'ont rien à voir avec la survie, mais j'apprends comment on fait Ouais. je vous montre tout ça, c'est simplement parce que je le montre rarement en vidéo, donc là, j'en profite, je fais une pierre deux coups. On va passer maintenant dans la deuxième salle. Ok. Je sais pas s'il tiendrait super bien ce bunker. Alors c'est surtout cette pièce que je Arrête avec la voulais vous machette. montrer.
parce que je la montre assez rarement. En fait, là, on va avoir tout mon stock de nourriture. Et après, je vais un peu parler du stock, de pourquoi en faire et pourquoi moi, j'ai décidé de plus ou moins plus en faire. Quoi? Ok. On va se faire un tour du propriétaire avant. Ah bah attends, je vais peut-être ouvrir, c'est peut-être mieux. La bouffe, on va voir si c'est cohérent avec ce que l'autre disait avant. Et là, tu en as autant dans les caisses en dessous. C'est ça, en fait. Mais je crois que c'est ça son bunker, ouais. C'est vrai que je m'attendais à un truc plus bunker, quoi. Là, caisse, enfin cantine. Ça, c'est des caisses. Cantine. Et après, bon, des bacs aussi plus hermétiques. Bon, par contre, qui prennent la lumière. Grosse conserve. Alors, qu'avons-nous dans ces caisses? Alors, ici, nous avons de quoi tenir plusieurs mois. Alors, par exemple, on va commencer par ici. Des pâtes. 5 kilos coquillettes. Waouh! On peut acheter Dans le même des gros genre paquets de du pâtes. riz. Grosse quantité d'huile. Des pâtes encore. Encore des pâtes. Alors, ce qu'il faut comprendre, Ouais, essentiellement des pâtes, quoi, en gros. On peut y aller, voilà. dans ces stocks, c'est qu'on n'est pas là pour avoir une alimentation très équilibrée. En fait, il faut bien saisir deux choses. Ça explique que le gars d'avant, voilà, ok. Si ce sont des aliments qui se conservent assez longtemps, ce sont des produits secs, un peu comme en épicerie, donc pas besoin de frigo, tout ça. Par contre, ils ont quand même des dates de péremption. Donc l'idéal, c'est de faire tourner ce stock. C'est-à-dire que de temps en temps, je viens, je me prends par exemple ce riz basmati, je l'embarque, je le cuisine. Ah mais c'est ça qui est chiant, voilà, tu fais ton truc, tu gardes la bouffe là, mais en fait tous les instants tu dois dire ah oui bon il n'y a toujours pas encore eu la fin du monde, je dois remplacer mes pâtes dans mon coffre là qui vont bientôt être finies. Mais du coup ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils en achètent, ils se disent bon c'est peut-être celles-là qui vont servir. On va peut-être les bouffer, tu vois il est comme ça, il met dans le caddie, on va peut-être les bouffer pendant la fin du monde à celle-là, je te le dis là, je te le dis franchement celle-là, là je pense que c'est la bonne. Hein. Et puis ouais, il dit ah il faudrait faire les pâtes, elles vont plus être bonnes. Tu vas les chercher dans ton bunker. Et ça retourne quoi. Et quand j'y pense, les pâtes de l'apocalypse. Et je relance voilà, la boucle. Donc là, du sel pour la salaison et également pour épicer. Il y a un peu de tout, il y a du sucré, du salé, vous voyez, il y a des trucs... Ce que je mets ici aussi, c'est des choses que je ne peux pas produire moi tout seul. Ici, on n'est pas dans une région à citron. Si je veux rajouter un petit goût citronné dans mes plats, je ne peux pas. Donc je suis un peu obligé de l'acheter. Donc c'est ça qu'il faut comprendre avec l'autonomiste. Le gars qui produit ses fruits, ses légumes et sa viande, et le survivaliste, celui qui va faire du stock. En fait, moi, je suis pile entre les deux. J'ai un peu de stock pour les choses que je ne peux pas produire. Il est pile entre les deux, en fait. Il est à mi-chemin, il tend la main et il rejoint les survivalistes et les autonomistes. Il est finalement l'équilibre dans la force. Et voilà. La farine, pour faire mon propre pain. En fait, la farine en soi, c'est pas que je peux pas la produire, mais c'est que c'est extrêmement long à produire. Le temps de planter le blé, de le faucher, de le moudre dans un moulin, enfin, c'est super long à produire la farine. Donc, j'ai plusieurs farines, de la blanche, du noir, du seigle. Dans le même genre, j'ai du poivre. J'ai du sucre, bien sûr. Bien que je compte faire une vidéo sur comment faire son propre sucre. Il y a aussi des, voilà, par exemple du chocolat. C'est des petits trucs pour se faire plaisir. C'est pas vraiment un truc de survie, mais le moral est très important. Petit carré de chocolat à 4 heures. Du lait en poudre qui se conserve très longtemps. Et après, tout ce qui est produit sec. Hein. Du blé, des lentilles, des flageolets. J'ai essayé de varier. Ici, j'ai de l'orge. Ça, j'ai du polenta, là, de la semoule. Voilà, j'ai pas que du riz et des pâtes. Et après, en il doit y avoir plein d'araignées là-dedans. Conserve, j'ai à la fois pris, on trouve à la fois du pâté, de la viande, ce genre de trucs. Arrêtez avec vos viandes en conserve, c'est terrifiant. Ça me terrifie cette histoire. Alors, c'est que de la bouffe là, jusqu'à la fin maintenant, la bouffe déjà? Je suis de moins en moins dans cette optique-là. Donc là, c'est pour ça que je voulais les filmer avant de... Une source d'énergie, une source de calories pour survivre. Parce que s'il y a un effondrement et que t'as rien, c'est un peu dur de regrimper. Que moi, il y a ça qui me permet de rebondir après de me lancer à fond dans l'autonomie. Mais je suis de moins en moins dans cette optique-là. Donc là, c'est pour ça que je voulais les filmer avant de les dégager. Parce que là, je les ai ressortis exprès pour... il va acheter toute sa bouffe. Mission France 3 qui vient d'être tournée. Voilà, je sentais qu'ils avaient un peu envie de palpitant. Donc j'ai sorti ça pour qu'ils se disent ah ouais cool, il a l'air fou celui-là. Mais c'est un peu moins mon délire, je suis moins... Au premier confinement je jouais vachement là-dessus, genre faut faire du stock, on va tous crever machin. Mais maintenant je suis un peu moins dans ce délire là, mais voilà, je voulais vous montrer. il dit comme ça direct que c'est des astuces quoi, positionnement. Il fait ouais j'étais dans ce délire là, j'étais oh putain on va tous crever, le confinement machin. Maintenant que j'ai vu que ça marchait moins... Qu'il existe, qu'il a été fait.
Et je me demande même s'il n'y a pas des trucs que je vais filer, quoi. Genre ça, je sais pas s'il y Bah ouais, bah oui, tu vas les filer, je veux pas. a des cantines ou des Emmaüs ou des restos du cœur. Ouais, les restos du cœur, oui, remarque, je peux aller filer ça au resto du cœur. Je pense que je vais le filer à des trucs et des orphelinats ou j'en sais rien, parce qu'au bout d'un moment, je vais pas me bouffer 30 kilos de raviolis. Donc là, je tape dedans et je pense que je me referai un stock beaucoup plus intelligent. Et quand je dis intelligent, ça veut dire quoi? C'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt, des choses que je ne peux pas produire moi-même. Des orphelinats. Du café, du poivre, Il est gentil finalement, du vous vous sel, si on jugez. n'est pas en bord de Vous tout de suite vous jugez quoi. mer, du citron. En gros, ce que j'aimerais à l'avenir, c'est virer tout ce qui est un peu épicerie fine, tout ce qui est lentilles, tout ça, pâtes, riz, et vraiment faire que du stock que je peux pas produire moi-même. Voilà les amis, j'ai fait le tour. Je le montre vraiment tourner très sa petite rarement en machette. vidéo, tout ça. Et là, c'est mon stand de muscu là. Poids le corps. Ça finit là-dessus. Ça finit là-dessus. Et là, c'est là que je me muscle quoi. Allez, salut. Voilà les Il y a un amis. silence avant et tout. On dirait que son monteur, parce que je sais pas, il y a quelqu'un qui cadre, peut-être aussi son monteur. On dirait qu'il J'ai fait le exprès tour. pour se Je le moquer de montre lui. vraiment très rarement en vidéo, tout ça. Et là, c'est mon stand de muscu là. Poids le corps. Ouais, non, ça va, et voilà. Voilà. Bon, on change totalement d'ambiance après, hein, attention. Il est écrit frappe nucléaire, 3e guerre mondiale, comment se préparer? Vous le voyez la miniature là, comme elle fait peur. Regardez la miniature comme elle fait peur, c'est la 3e, la prochaine là, la 4e plutôt. Regardez la miniature comme elle fait peur là en dessous. Risque nucléaire, Bonjour comment à tous. se protéger? Alors, Oh voilà, lui il est chaud, il a un bunker en bois. C'est parti. je vais vous faire un petit topo sur les risques et les solutions qui existent pour les civils en cas de frappe nucléaire. Donc vous avez des déclarations qui viennent d'être faites Je crois aussi que c'est un ancien militaire. lundi 25 avril par Sergueï Lavrov, qui est ministre des Affaires étrangères. Ah lui c'est un topin. Ah c'est lui le Tony d'Esprit Dog du survivalisme. Alors lui c'est lui qui est bon. De la Russie. Alors ces déclarations stipulent que l'on serait pour la Russie, en tout cas du point de vue de la Russie, en 3e guerre mondiale, et que les risques nucléaires, de guerre nucléaire, seraient maintenant très présents. Alors premièrement, il faut identifier la menace. Donc je dois vous dire que la menace aujourd'hui, elle est crédible, et qu'elle n'a même jamais été aussi crédible sur notre territoire. Il y a un an. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les armes 28 auxquelles avril on pourrait faire 2022. face aujourd'hui sont des armes thermonucléaires, qui sont des armes à fusion nucléaire. Évidemment, vous avez beaucoup d'autres types d'armes nucléaires, mais pour partir sur une base de réflexion raisonnable et solide, on va dire que le standard, ce serait la tête nucléaire océanique de 20 mégatonnes. D'accord. Alors, si ces Faut avoir ça menaces chez devaient soi. se concrétiser, Faut avoir les têtes océaniques. ce déjà serait de le noter. type de frappe que l'on pourrait subir. Vous avez des armes nucléaires dites tactiques qui sont bien évidemment moins puissantes et d'autres qui au contraire sont 2 à 3 fois plus puissantes. Pour vous donner une idée, sur une frappe standard de 20 mégatonnes, par rapport à une zone d'impact, vous avez un rayon de 50 à 60 km où vous n'avez plus rien de vivant. Par rapport au souffle et au rayonnement thermique, en fait, vous avez une grosse montée en température qui provoque des brûlures excessivement graves. Ouais. Ensuite, vous avez des retombées très dangereuses sur environ 500 km selon la météo. Sur une explosion de 20 mégatonnes, toujours, Mais il va dire donc il n'y a rien à faire, vous êtes mort. vous avez une destruction immédiate de 400 km². Donc en gros, avec T'as l'air mal avec ton sac évac. Voilà, tu te balades avec ton sac évac, tu te fais souffler sur des kilomètres. Merci Linette FP qui offre ça à Loot. une frappe, vous détruisez une communauté urbaine comme Lyon, Marseille ou Bordeaux d'un seul coup, quasi instantanément. Donc avec une frappe standard de surface, vous serez à peu près tranquille au-delà des 500 km. Vous serez dans une zone moins dangereuse, on va dire, si vous avez un peu de chance avec la météo. La première chose, c'est qu'il va falloir agir vite. À partir du moment où vous êtes informé ou alors que vous ressentez ou que vous avez entendu la détonation de type nucléaire, vous avez environ 15 minutes pour vous confiner. Alors là, vous avez deux cas, les cas où vous êtes à votre domicile et les cas où vous n'êtes pas à votre domicile. Alors lorsque vous n'êtes pas à votre domicile, si vous êtes en voiture par exemple, il faudra rechercher un parking souterrain le plus rapidement possible et il faudra descendre au maximum dans ce parking souterrain. Alors les parkings souterrains, il y a d'autres.
Mais ça, c'est réel, ça. Je veux dire, c'est pas réellement tout le monde est mort. Il y a vraiment moyen de se cacher. On descend juste en bas d'un parking et c'est bon. On n'est pas soufflé, on n'a pas le cancer. Qu'est-ce qui se passe? Problématiques qui sont liées à ça, parce que vous avez des ventilations. Je regarde le chat et je vois quelqu'un qui met oui et en dessous quelqu'un qui met non. Mais globalement, c'est quand même, ça reste une solution intéressante. Si tu es au-delà des 60 km, voilà, donc c'est-à-dire, par exemple, on est à un certain niveau, c'est pas trop près, mais c'est pas quand même encore assez loin, ça va si tu es en sous-sol. Oh mec, faut savoir d'où ça part, faut calculer le nombre de kilomètres. Vous ne pouvez pas rentrer à votre domicile dans les 15 minutes et que vous n'avez pas de parking souterrain, il faudra sortir de votre véhicule. Il faut savoir que toutes les personnes qui seront prises dans des embouteillages ou qui seront en route dans leur véhicule à ce moment-là subiront de fortes irradiations et mourront rapidement de leurs blessures. Alors les différents refuges que vous pourrez trouver lorsque vous êtes à l'extérieur, ce sont les caves, il dégueule pas. les parkings, les gros bâtiments, les parkings souterrains, les bâtiments en béton, le métro, et tout ça le plus bas possible. Dans le cas où vous êtes en voiture, vous pouvez aussi avoir du matériel. D'où dormir dans les métros et qu'il faut pas un truc gonflable et tout, ça va. Franchement, les vidéos se connectent un peu. Qui vous sera très utile, on va voir ça après. Lorsque vous avez trouvé votre refuge, sachez que vous devez rester à l'intérieur pendant 72 heures minimum. Il faudra tenir avec les moyens du bord. Si vous sortez pendant ces 72 heures, vous n'aurez aucune chance de survie. Après. Waouh! Donc là, il faut le sac évac avec des biscuits dedans. Ces 72 heures, les chances sont beaucoup plus importantes. Alors le second cas de figure, c'est le cas où vous êtes à votre domicile. 72 heures sans Internet, on rappelle. Ou bien que vous avez pu regagner votre domicile dans les 15 minutes. C'est donc le cas le plus favorable. Alors il y a une procédure à appliquer, mais il faut savoir que vous partez pour 3 semaines de confinement si vous voulez augmenter significativement vos chances de survie. Au bout de 3 semaines, les niveaux de radiation ne sont plus mortels, mais ils restent très dangereux et vous pourrez envisager une évacuation. Donc, moins la météo sera favorable, à savoir que si vous avez de la pluie, de la neige et du vent, mieux ce sera, car ça va disperser les cendres radioactives. Oh, c'est badant. Hein. Merci les Goubem pour les 9 mois. Et ça contribuera à nettoyer, on va dire, le périmètre plus rapidement. Alors maintenant, la procédure lorsque vous êtes chez vous. Si vous rentrez, déshabillez-vous et débarrassez-vous de vos habits le plus rapidement possible. Vous pouvez les mettre dans un sac plastique, mais mettez-les à l'extérieur de votre logement. Vous pouvez les mettre aussi en vrac à l'extérieur dans l'urgence. Ne vous touchez pas le nez. Si vous les aimez vraiment bien, voilà, vous les gardez, vous attendez un peu, vous pouvez faire une petite lessive après. Ne vous frottez pas les oreilles ni les yeux si vous étiez à l'extérieur et que vous êtes rentré chez vous. Il y a beaucoup trop de choses, en je suis déjà mort. Il va falloir vous laver Je suis déjà mort 12 fois là. En commençant justement par les yeux, le nez, les oreilles, avec des lingettes. C'est le premier lavage. Il vous faut des lingettes chez vous, nettoyez-vous l'ensemble du corps avec des lingettes, puis passez à un second lavage, à une douche, avec du savon, mais du savon de base. Il faut savoir que vous avez des agents lavants combinés qui peuvent amplifier les problèmes. Donc du savon de base, du savon de Marseille, c'est très bien. Ensuite, il faut éteindre les VMC, absolument, les ventilations, fermez tout. Et calfeutrez-vous, calfeutrez toutes les ouvertures avec du plastique et du scotch que vous devez avoir en stock. Le but de cela étant de réduire au maximum votre exposition aux Comment est-ce qu'on peut vouloir autant vivre que ça? Vraiment, ça poussières radioactives. Donc dans l'urgence, vous pouvez vous occuper d'une petite pièce de votre logement. Merci Linette Par la FP pour le suite, Prime. si tout se passe T'as bien, d'abord offert un sub avant d'en prendre un pour toi. On a vu, t'as dû te tromper. vous pouvez agrandir votre espace de vie. Ça arrive. Alors après l'onde de choc, ce sont les 24 premières heures qui sont vraiment les plus dangereuses. Donc les grosses poussières sont là et ce sont celles qui sont très toxiques, très contaminantes. Ensuite, vous avez des poussières plus fines qui le sont normalement un peu moins. Si vous attendez du monde au domicile, il faudra aider les gens qui arrivent en vous munissant vous-même de masques et de masques simples, de masques de chantier par exemple, ou des FFP2 pour aider les gens à se décontaminer. Donc sachez quand même que si vous avez des gens contaminés, il va y avoir un syndrome. Alors le syndrome, ça commence par des nausées. Imaginez vivre avec lui, ça il parle tout le temps comme ça. Donc s'ils ont des nausées, ils ont été contaminés, c'est pas de bon augure. Si vous avez des vomissements, c'est déjà qu'ils ont été fortement contaminés. Et si vous avez des diarrhées... Et moi ces gens-là là, qui voilà avec des diarrhées, des vomissements partout, ils rentrent pas chez moi. Hein. Et des convulsions. Vous arrêtez de convulser, de gerber partout et tout, là, les irradiés. Là. Et après, peut-être vous rentrez chez moi, vous mettez votre vêtement dans un sac. Vous aviez un sac pour les vêtements, là. Et vous prenez des lingettes. Et il y a un protocole chez moi, ok? Une désorientation. Donc là, ils ont été vraiment très fortement contaminés. Dans ce cadre, ils mourront normalement assez rapidement dans les quelques heures. Alors pendant ces 3 semaines de confinement, à quoi vous attendre?
A priori, vous n'aurez plus d'eau, plus d'électricité, plus de téléphone, plus de télévision et plus d'internet. Alors il se peut que vous ayez des flux qui fonctionnent encore, mais a priori, attendez-vous à ne plus rien avoir. Vous risquez d'avoir froid, car il va y avoir beaucoup moins de lumière solaire à cause des cendres radioactives. Tout ce qui vient de l'extérieur sera contaminé, ou vous devrez le considérer comme contaminé. Donc vous ne pouvez plus vous chauffer par exemple avec du bois qui aurait été stocké à l'extérieur. Vous ne pouvez plus prendre de fruits, de légumes venant de l'extérieur. Voyons maintenant comment vous préparer. Donc il vous faudra des conserves pour 1 mois minimum, de l'eau en bouteille pour 1 mois. Alors il faut savoir que l'eau courante, si vous en avez encore, vous pourrez l'utiliser, il est recommandé. Ah ouais? Ah putain, j'aurais dit que non, tiens. De ne l'utiliser que pour vous laver, mais surtout pas pour la boire. Ensuite, il vous faudra des couvertures, des bougies, du plastique, des bâches en plastique, du scotch, une radio FM vraiment de base, avec le moins d'électronique possible, comme celle-ci, et autonome. Ensuite, il vous faudra des masques FFP2 et des lingettes, et tout ce dont vous aurez besoin pour votre vie quotidienne. Il faut bien considérer que plus vous resterez en autonomie longtemps, et plus vos chances de survie seront importantes. Alors avant de sortir maintenant, pendant ces 3 semaines, vous avez à faire un suivi météo et un suivi des informations grâce à la radio FM que vous aurez. Donc cette radio FM, elle risque d'être dysfonctionnante pendant quelques jours lorsque vous aurez les cendres radioactives. Elle va grésiller et elle ne fonctionnera plus. Ensuite, elle va fonctionner petit à petit. C'est le seul appareil qui, a priori, devrait fonctionner. Il faudrait être sûr, avant de sortir, qu'il n'y a pas de nouvelles frappes. Et il ne faudra pas sortir s'il y a des cendres à l'extérieur. Il a trop confiance dans ce qu'il dit. J'ai l'impression que ça se passe demain. J'ai l'impression que c'est demain. Si possible, lorsque vous sortirez avec un équipement, donc minimum masque FFP2. Je comprends les gens, une fois que tu tombes là-dedans, regarde ces vidéos-là, tu commences à faire ton sac, après c'est l'escalade. C'est l'escalade, comme ça, après tu fais ton sac évac, tu regardes un petit peu ça, putain, ouais, ça peut se passer ça, putain, mais oui, mais alors machin, et puis après ça devient une passion, mélange, machin, voilà. Et puis vous aurez en stock des lunettes de chantier, et le plus couvert possible. Alors, un travail que vous devrez... Heureusement que c'est pas lui qui faisait les annonces du Covid. Donc, voilà, il y a plein de morts, plein de gens qui sont morts. Vous ne touchez pas. Tout ce qui est dehors est contaminé. Vous ne touchez rien. En amont, c'est d'avoir une bonne perception de votre environnement géographique. Donc, notez les zones susceptibles d'être bombardées, comme les aéroports, pour l'apocalypse. C'est vrai qu'il y a surtout les centres urbains, hein, les grandes capitales régionales. Sachez si vous avez des abris potentiels dans votre région. Connaissez aussi l'emplacement des centrales nucléaires. Renseignez-vous aussi sur le régime général des vents dans votre région. Il faut considérer que l'ensemble des poussières radioactives va se propager dans le sens du vent. Donc avant votre évacuation, il faudra avoir noté pendant 3 semaines la direction des vents. Ça vous permettra d'éviter la zone contaminée et d'évacuer sur une zone de moindre danger. Alors au passage... Qui dit que de bons conseils. Alors lui, ça a bon, il est validé? Les survivalistes du chat, vous avez des centrales nucléaires qui, dans ces conditions, pourront poser problème. Donc, en général, on prend un rayon de 50 km pour être tranquille. Il a l'air très sérieux. Moi, je le crois. C'est juste... Si ça se passe, j'ai pas envie de faire ça. J'espère que je serai dans la partie où je suis soufflé en 1 seconde et je me rends pas compte de ce qui se passe. Comme ça. Et genre, je deviens littéralement de la poussière en 1 seconde, comme ça. Et c'est bon. Je veux pas être entre les deux où j'ai des pustules bizarres et un cancer. Non. Ni dans ceux qui sont bien placés, mais qu'après, il faut avoir une vie de merde non plus. Non, vraiment. Alors, une note maintenant sur les pastilles d'iode. Il faut savoir qu'elles ne combattent que l'iode radioactif. Et il faut savoir aussi que lorsque vous avez une frappe nucléaire, vous avez de nombreux radionucléides qui sont disséminés à travers l'espace. Et quelquefois, l'iode radioactif n'est même pas... Il n'y a personne qui va souffler Liège. Vous serez bien étonné. C'est une super ville, c'est connu. Hein. Présent. Donc les pastilles d'iode, c'est important d'en avoir lorsqu'on est aux alentours d'une centrale nucléaire. Si conséquemment à des frappes nucléaires ou pas d'ailleurs, des frappes conventionnelles aussi, vous avez des fuites sur une centrale, à ce moment-là, la prise de d'iode stabilisée est indiquée. Dans l'urgence, votre objectif sera donc de sortir de cette zone des 500 km pour faire le point et avec un peu de chance, vous serez faiblement contaminé. Alors maintenant, on va regarder rapidement le matériel que j'ai ici qui pourra éviter le... Vous faire tous les trucs compliqués comme ça et avec de la chance, vous mourrez que dans 5 ans. Confinement des 3 semaines. En effet, si vous vous équipez correctement, vous pourrez sortir au bout de 3 jours, bon, suivant les situations, hein, plus ou moins. Donc là, on va avoir une combinaison NBC. Alors celle-ci, c'est une combinaison de l'armée du Royaume-Uni, dans mon souvenir. Alors elles sont sous cocon, elles sont de 1991, un peu anciennes, mais j'en ai déjà ouvert il y a peu de temps, elles sont en parfait état de conservation. Donc vous avez le haut et le bas. Ensuite, il vous faudra des...
Il y a une base militaire américaine à côté de Paradise, donc RIP les animaux et moi. Non, ça c'est Des triste. gants à fort recouvrement. Moi je propose, qui si du sont, coup il y a tout ça là, il faut aller sauver les animaux en fait pour premier les lieu. produits chimiques. Il vous faut des bottes, des bonnes bottes. Tout ce matériel, il vaut mieux l'avoir neuf. Il faudra prendre un bon masque à gaz, de bonne facture. Vous le réglez, il vaut mieux qu'il De soit bonne neuf, facture. celui-ci aussi. Vous le réglez en amont. Il vous faudra du scotch. Bon, Vous avez les filtres, donc les on a l'idée, filtres, prenez fini pour ce topo rapide. Alors je vous prie de m'excuser par avance pour C'était juste un topo rapide. Hein. ce sujet qui n'est pas joyeux, qui est même anxiogène. Ah, c'est vrai. Là on a un peu badé. On a un petit peu badé. Les autres étaient bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'il était important que vous soyez informés et sachez qu'avec ces mesures de base, vous augmenterez significativement vos chances de survie dans les cas les plus favorables. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo. D'accord, très bien, merci. Il a pas de quoi m'excuser. Je suis sûr qu'il en a un, si, mais bon, voilà, il reste humble. Il reste humble, quoi, finalement. Bisous. Survie formation. Ah, lui, il est plus sur la survie. Il n'est pas directement, il n'utilise pas le mot-clé survivaliste, quoi. Et donc, en parlant de survie, on va maintenant aller dans ce qui est le plus connu comme truc. C'est le côté, voilà, survivre dans la nature. Vu qu'on a vu au début comment faire son sac évac, mais que finalement, on peut se dire, bon, dans un premier temps, on reste soit chez soi, on a un bunker, on a des réserves de nourriture. Ensuite, peut-être, on part avec son sac évac. Ensuite, voilà, s'il y a des retombées, des trucs, des machins, on doit se cacher dans les sous-sols, dans les métros. Et une fois qu'on peut remonter, ça y est, on est livré à soi-même dans la nature et on n'a plus beaucoup de vivres. On a presque arrivé à la fin de la nourriture de son sac évac. Notre petit matelas qui n'est pas gonflable et tout abîmé, machin, on doit survivre dans la nature et peut-être que l'hiver a démarré. Et c'est ça qui est fou. Et là, maintenant, on va voir des conseils en forêt. L'adjudant-chef Gatia vous dit tout sur la survie. Épisode 1, le feu. Voilà. Ouh! Hey! Les gars, y a quelqu'un? Ça bouge beaucoup là, attention. Oh! Salut soldat, qu'est-ce que tu fais là? Pardon, mais j'aime bien, il y a un peu de mise en scène et tout, moi je trouve que c'est rigolo. Hey! Les gars, y a quelqu'un? Oh! Salut soldat, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es égaré? Où est ta section, ton groupe? Bon écoute, c'est pas grave, c'est ton jour de chance. Je me présente, je suis l'adjudant-chef Gatien. Je suis un super... Putain, mais c'est une intro de... On est dans un jeu, on a la première personne, et là il y a une introduction, c'est une cinématique et tout, et après... Je suis fan de tout ce qui est vie dans la nature. Donc je vais pouvoir te donner quelques clés pour surmonter cette situation de survie. C'est un truc officiel de l'armée? Ah oui. Armée de terre, putain incroyable, c'est parti. En tout premier lieu, je voudrais savoir, tu t'es perdu dans ce secteur? Ok, donc on va rester par là, parce que les secours vont concentrer leurs recherches sur l'endroit où on t'a vu la dernière fois. Ensuite, je voudrais évoquer avec toi un truc super important qui va te permettre de structurer l'ensemble des actions à mener sur le terrain, c'est la règle des 3. Okay. 3 secondes d'inattention, ça suffit pour te mettre dans la panade. 3 minutes sans respirer, c'est pareil, c'est pas bon. 3 heures... Moi jamais je tiens 3 minutes, hein, je tiens même pas 1 minute. Sans régulation thermique, donc il va falloir t'abriter des intempéries et t'isoler du sol. 3 jours sans boire. Ah non, ça m'énerve. Donc... Parce que la règle des 3, j'aimais bien qu'il y ait des 3 là, mais j'aurais aimé qu'il n'y ait que 3 points. Et en fait, bon, il y en a plus que 3. Ça sera aussi une priorité de survie, d'aller récupérer de l'eau. On trouvera un point d'eau. Et 3 semaines sans nourriture. À partir du moment où tu... Ça pareil, jamais je tiens 3 semaines sans nourriture. Tu as compris ça, on va pouvoir commencer à envisager les actions à mener. La règle des 5-3. Allez! Et ils produisent du sacré contenu, là, votre armée. Au fait, soldat, tu te souviens de la règle des 3 qu'on a évoquée tout à l'heure? Et c'est ça, il y a un vrai truc, il y a une vraie agence qui les a briefés en disant voilà, il va falloir des vidéos et en fait tu parleras à la caméra et t'appelleras la caméra soldat. On voit que c'est vraiment formaté, qu'il y a un truc, qu'il y a une recherche dans ce que ça essaye de faire comme pour se positionner. On peut pas survivre 3 heures sans régulation. En vrai, c'est fou. C'est il y a 3 ans. Thermique. Donc pour ça, il va falloir qu'on se mette à l'abri et qu'on allume un feu. Qu'est-ce que tu as dans les poches? Très bien. Bon, un téléphone, il n'y a pas de réseau, ça ne nous sert à rien. Par contre, avec ton couteau, je te garantis qu'on peut allumer un feu. Mais pour ça, il faut aller chercher du bois. Allez, on s'y colle, viens. Comment ils ont décidé qui ça allait être qui fait ça? Bon, soldat, tout comme pour le café, tout est dans la mouture et la préparation. Avant toute chose, le bois sec se ramasse sur pied, donc sur les arbres, et non au sol. Ensuite, tu devras construire une plateforme pour isoler ton feu du sol. La préparation. Un bon amadou
bien sec. Ensuite, ton allume-feu. Des petites sections, taille mine de crayon. Ensuite, section intermédiaire, grosse comme le crayon. Attends, pardon, je vous lis en même temps. Vous êtes vénère, je sais pas si je peux lire ça tout haut, mais ils ont pris le seul mec qui savait lire. Ensuite, taille mine de crayon. Bon, je vais mettre parce qu'en fait, quand je mets en 1.25, ça va un peu trop vite et quand c'est en normal, ça va pas assez vite. Par contre, ça, je vais me faire strike, le truc de l'armée, je devrais enlever ça de la VOD quand même. Ensuite, section intermédiaire, grosse comme le crayon. Ensuite, grosse comme le pouce, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies un bon foyer. Donc je t'ai dit qu'avec ton couteau, on allait pouvoir allumer un feu. Ils vont me raider Donc, IRL. on a récupéré du lierre pour faire une planchette, de quoi faire un arc, un foret et une pommelle. Pourquoi? Pour allumer du feu par friction. Donc c'est pas gagné, c'est un bon challenge, mais on n'a pas d'autre choix puisqu'on dispose de rien d'autre. Donc là, on va commencer par fabriquer la planchette dans la pièce de lierre qu'on a choisie. Donc on va utiliser ton couteau. Pas forcément optimal pour le travail de bâtonnage, mais il va faire le job. Ouais. Donc je positionne mon couteau sur la pièce de bois. Et ensuite, avec une pièce plus gaillarde, je vais venir bâtonner. Une pièce plus gaillarde. C'est ça qu'il a dit. Je travaille la pièce de façon à ce qu'elle soit bien plate. Elle va se faire mal. Je vais procéder à une petite fente. Je vais mettre en place une petite fente de façon à pouvoir accueillir les tisons. Un petit peu gênant. Oui. Donc tu vois, là j'ai préparé ma planchette qui va me permettre d'accueillir le foret, cette pièce-là, arrondie. L'idéal c'est d'avoir une pièce de lierre, une pièce de tilleul ou de noisetier. Deux essences différentes. J'ai préparé une pommelle qui va me permettre Tu es d'accueillir en train de faire un truc pour me mettre de l'encens. le foret. C'est un truc où tu mets ton... Et de faire le drill sans brûler la main. Et enfin, j'ai fabriqué un petit arc et j'ai utilisé un brin de lacet pour pouvoir faire l'action sur le foret et driller la pièce de bois. Je vais venir positionner ma planchette sous la pointe de mon pied et je vais mettre... Moi, je trouve ça plus facile de dire mettez dans votre sac évac à briquet. Une petite feuille de façon à accueillir le tison potentiel. Ensuite, je vais saisir mon arc, venir mettre mon drill en place, comme ceci. Je crois que ça va être stylé. Je crois que là, ça va quand même être stylé. Et c'est méga compliqué, mais... mettre un petit peu d'angle de façon à ce que le lacet ne brûle pas. Ah ouais. Mettre une bonne pression sur la pommelle et driller. Doucement au départ de façon à créer le logement. J'utilise la paume de ma main contre mon tibia de façon à être fixe et dans l'axe. Là, ça commence à chanter. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini, ça a l'air dur. Ah ben non, il faut transformer ça en... Ah ouais. Oh, oh putain. Donc là, je pose délicatement. Je saisis mes sections. Si tu mets la vidéo à l'envers, on dirait qu'il fume la grosse boule de foin. Qui sont grosses comme les mines de crayon, que je viens poser délicatement au-dessus de ce petit foyer. Ok. Ne te brûle pas, hein? Faut se bagarrer, hein. Ensuite, je saisis mes sections qui sont grosses comme le crayon, que je viens poser en pyramide également par-dessus, en laissant bien aérer. Hein. Faut que ce soit oxygéné.
je saisis les sections grosses comme le pouce. Je vais pouvoir Sa commencer à manière les de parler, c'est fou hein, quand même. positionner. Je me dis toujours, est-ce qu'ils apprennent à parler comme ça, en faisant des trucs genre l'armée, la police ou des trucs comme ça, ou est-ce qu'ils parlent comme ça de base et du coup, c'est ça qui les amène à devenir comme ça, ou ils sont comme ça et ça empire. Autour délicatement. Là, on est pas mal. Ah ouais. Là, on Bah, peut franchement, bah ouais, bah vu la canne, franchement, je vais tenter. Je vais plus courir dans la forêt là, mais franchement, c'est plus encore trop loin de chez moi. Je vais aller faire du feu cet été. considérer que le feu est parti. On va pouvoir se réchauffer. Tu vois, soldat, comme promis, on a allumé du feu avec Là, il y a une ellipse avec des articles incendie dans la forêt. ce couteau. Il aura fallu pour cela construire une planchette dans une section de lierre avec une encoche et une petite dépression pour accueillir le forêt, une pommelle pour maintenir le forêt sur la planchette et ici l'arc de façon à mettre en place le drone. Très bien, on a compris. Bon bah voilà, c'était une vidéo de l'armée de terre sur comment faire des trucs, du feu. Ouais, bon, voilà, ok, bon, on était sur... Ah, il y avait survie dans le truc, quoi, ouais. Sortir, eh ben, il va falloir... Ah, mais lui, on l'a déjà vu. C'est le même que le premier, en fait. Ah, bon, on va le passer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous voyez, Il est défoncé. là aujourd'hui on est chill, on prend le petit déjeuner tranquillement. On va discuter un petit peu caractéristiques du survivaliste. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon survivaliste? Est-ce qu'il y a... Maintenant qu'on a tout appris, après, c'est quand même cohérent. Le fait de mettre ça là, je pense que je l'avais mis. J'avais pas vu que c'était, on l'avait déjà vu, mais c'était cohérent de mettre ça là parce que c'était... Voilà, qu'est-ce qu'un survivaliste? Alors lui, il va aussi défoncer les amalgames là. Il va un peu vous dire, eh oh le chat là. Merci à Adrien pour le Prime. Il va dire, bon voilà, on n'arrête pas de dire qu'on est des fachos. Ton chat, il a tort. Il va dire ça. Ton chat, il a tort. En vrai, moi, j'adore par exemple, voilà, cultiver des légumes. Voilà. J'arrive pas à l'aider. Il va vous dire des arguments, là, ça va vous clouer le bec. Ça va vous clouer le bec, ça, vous allez voir. Ah oui. Not all survivalist, exactement. Et du coup... Et alors là, c'était aussi parce que du coup, après, ça fait une conclusion de, bon, maintenant qu'on a appris tout ça, est-ce que vous avez l'étoffe pour être un survivaliste? Il y a des acquis, est-ce qu'il y a des compétences à avoir? Et est-ce que tout le monde peut être un On la regardera survivaliste? pas en entier. Il y a plein qui se disent ouais, j'aimerais bien aller dans la forêt, survivre et tout ça, mais je sais pas si j'en suis capable. Du coup, je vais essayer. Donc ça compte comme un survivaliste si c'est s'amuser, aller dans la forêt et survivre et tout. C'est pas faire des activités en mode survie. Je trouve que le mot survivaliste est très connoté justement. C'est d'où le but de ma playlist ici, de faire un truc comme ça. Parce qu'après, si on parle de survie, là, on est plus sur des bourlingueurs, des gens qui aiment voyager et puis qui aiment bien faire un peu genre oui mais en fait je vais prendre un petit sac à dos avec moi comme ça, je vais me perdre un peu dans la forêt, dans le désert machin, et ça bon voilà. Mais le dire survivaliste, il y a toute une idéologie quoi derrière, tout un truc. De répondre à ces questions de par mon expérience parce que voilà, je suis pas là pour dire qui en est capable ou qui n'en est pas capable. Tout ce que je peux et vous même dire, la manière dont après ils vont s'identifier à ce mot-clé-là très précis sur Internet, c'est parce qu'il va aussi y avoir des gens, comme disait l'autre tout à l'heure, des autonomistes, je ne sais plus, qui là du coup, ce sera pas du tout la même ambiance, c'est le même truc. Et pourtant, mais eux ils vont utiliser d'autres mots-clés parce qu'ils savent qu'utiliser survivaliste va pas aller. Donc si j'avais tapé, si je regardais des trucs comme machin, on aura des gens qui font leur petite ferme, leur petit potager permaculture chez eux au cas où ils doivent rester enfermés là, au cas où il y a une merde, et c'est totalement une autre ambiance quoi. Et est-ce que vous avez les armes pour? Est-ce que vous saurez vous démerder? Est-ce que vous avez le potentiel en fait de survivaliste? Et tout ça en mangeant exactement. ma petite nectarine achetée au marché. Il fait comme moi. Moi c'était une clémentine. Oh putain, il va castrer un chat. Ça y est, il va castrer un chat devant nous, merde, il va castrer. Oh non, non. Il va le faire, il va le castrer. Putain, faites gaffe, tournez la tête. Le chat. Voilà, le chat qui m'accompagne. Bon, ça vous connaissez, hein. Classique des survivalistes. Qui m'achète comme ça, puis il continue comme si de rien n'était. Ça bon, c'est un classique, hein. On est survivaliste ou on n'est pas. N'oubliez pas qu'il y a Merci le petit sushi pour le Prime. la FAQ qui est postée sur Instagram et que vous pouvez poser vos questions. Alors déjà, un survivaliste, c'est quoi? Déjà, Ouais. on va enlever ce côté qu'on voit beaucoup à la télé et que les gens ont pris pour référence
surtout les plus jeunes, malheureusement. Un survivaliste, c'est pas quelqu'un qui va chasser les gens, qui a 50 fusils dans sa cave, qui a un stock de bouffe pour toute une colonie, qui a le plus gros couteau, qui a un arc. On a littéralement vu que ça. Il résume la soirée là. Il résume que la soirée. Avec des flèches enflammées, qui a une barbe de 2 km, et qui a le drapeau américain dans le dos. En gros, Vraiment, je t'assure que quand on tape ces mots-clés là, en tout cas sur internet. Survivaliste. Moi je l'ai fait quoi. Mais... c'est pas quelqu'un de mauvais en toi. Quand on entend dans les infos, il a tiré sur son patron avec un fusil de chasse, c'était un survivaliste. Non, je suis pas d'accord. Un survivaliste, c'est pas quelqu'un qui a des armes et du coup il se prétend survivaliste. Sinon à ce moment-là, tout le monde est survivaliste et du coup les Parce que tout le monde a des armes. survivalistes, c'est un groupe de merde, en gros. Un survivaliste, c'est quelqu'un... Mais lui, là, pour défendre, en fait, lui, j'aime bien son idée, il veut garder le terme, il tient au terme, mais le terme est ultra connoté aujourd'hui, et il essaye de faire un positionnement alternatif au terme, plutôt que d'en adopter un autre. Et il veut défendre, non, voilà, pour moi, c'est pas ça. qui va partir quelque part, dans une zone neutre, soit effondrée, soit naturelle, soit déserte, un désert, une forêt, une jungle, une zone urbaine abandonnée, et... Donc il enlève la notion de bunker. On rappelle, c'est celui au début qui expliquait l'idée du sac évac. Donc lui, il n'est pas très resté chez lui et faire de sa maison une forteresse avec plein d'armes. Et c'est vrai que les survivalistes plus américains, et tout ça, c'est vraiment ça, quoi. C'est le côté, je crée mon bunker, je suis là, on a des réserves, on a plein d'armes, et on défend ce territoire comme ça. Lui, il est sur, on part. Qui va avoir les facultés pour évoluer dans cet environnement avec le peu de moyens qui lui sont apportés. C'est un débrouillard. Un survivaliste, c'est quelqu'un, d'ailleurs tout est dans le mot, survivaliste, c'est quelqu'un qui va survivre. On ne parle pas du mec qui va être armé jusqu'aux dents et qui va dire ouais, moi je suis comme ça, ouais, moi j'ai des couteaux comme ça, moi j'ai regardé tous les Rambo. Ça, c'est pas un survivaliste. Ça, c'est un kéké des bacs à sable, ça m'intéresse pas. C'est le genre de mec qui va en forêt et qui meurt au bout de 3 jours parce qu'il n'est pas capable de faire un feu. Donc les mecs qui sont armés et qui se prétendent survivalistes, faites des expéditions d'1 mois en forêt et on verra si vous êtes encore en vie à la fin du séjour. Donc un survivaliste, c'est quelqu'un... On voit qu'il est un peu énervé, qu'il y a tout un truc de... Voilà, il a eu ces débats-là avec des gens. Qui est capable de se débrouiller avec ce qu'il a avec lui. Exemple tout con, un bon survivaliste, il a un petit couteau polyvalent, costaud, pas gros, mais avec lequel il peut faire beaucoup de choses. Avec ça, je peux fabriquer une maison. Donc sachez vraiment qu'un survivaliste, c'est pas ce qu'on voit dans les groupes Il peut faire une maison ? Anarchistes là, c'est pas non plus des complotistes. Un survivaliste, c'est pas ce qu'on voit dans les groupes d'anarchistes là, c'est pas non plus des complotistes. Un survivaliste, c'est pas un complotiste. Moi par exemple, je vais pas dire... C'est complexe hein. Moi je sais que le monde va s'effondrer demain. Je sais qu'on va tous être à la rue, il faut fabriquer des camps, il faut se protéger, mettre des pics, préparer des vivres pour 6 mois, mettre maximum de couteaux, une arbalète, un fusil, on va tout préparer devant la porte. On va mettre des jerrycans d'eau devant la porte. Ça, c'est de la psychose. Le monde ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. S'il y a un effondrement, ça va être progressif. Oui. À moins qu'il y ait une attaque nucléaire où là, ça nous arrive sur la gueule. Là, je peux comprendre. Et là, du coup, les vivres qu'on a mis dans sa cave, ça peut être intéressant. Mais ça ne fait pas de vous des survivalistes. Parce que même si une bombe tombait sur notre pays, sur notre ville, et que tu as préparé tous tes vivres dans ta cave, et que tu as tes couteaux, tes armes, tu as de quoi survivre dans ta cave, ça ne fait pas de toi un survivaliste. Parce que, une fois que tout ça sera passé, et que tu as mangé toutes tes provisions, et que tout s'est calmé dehors, tu vas sortir, eh ben, il va falloir que tu apprennes à faire du feu. Il va falloir que tu connaisses. On vient d'apprendre ça, on vient de faire. Ouais, mais voilà, c'est bon, ok. Il va falloir que tu saches comment te comporter devant un animal. Il va falloir que tu saches On a vu les cages. Stratégies de déplacement, la topographie, comment trouver des ressources. Et ça, si tu sais pas tout ça, eh ben, je suis désolé de te l'apprendre, mais ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas un survivaliste. Donc... Mais pour moi, ça, alors je suis d'accord, du coup, il n'y a pas de terme, mais c'est vrai que survivaliste semblerait le truc comme ça, mais pour moi, là, ça, c'est de la survie, ce qu'il décrit. Et c'est vrai que survivaliste, pour moi, j'associais vraiment ça à... On se cloisonne chez soi, dans un bunker avec des armes. Même si tu as préparé ta cave, ton bunker, avec tes vivres, ton armement et tout ça pendant des mois, tu n'es pas un survivaliste, si tu n'es pas capable de tout ça. Donc, un survivaliste, c'est quelqu'un qui est capable justement d'évoluer avec rien du tout. En gros, tu mets un mec qui prépare tout de son côté, ses rations, ses vivres pendant 6 mois, 1 an, des couteaux énormes comme celui-là, une arbalète, une hache, et tu me mets moi à côté, mais juste avec ça. Bah, le survivaliste, ça va être moi, parce que moi je saurais comment fabriquer un abri, comment les tuer très vite comme ça, petit coup de couteau dans la gorge, bam. Comment évoluer, complètement. Purifier son eau, se déplacer, faire de la topo, trouver des ressources. Moi je le saurais. Mais la personne qui s'est préparée comme un cinglé là, lui, il saura pas le faire. Comme ça, vous savez ce que c'est un survivaliste. Il y a une grosse différence entre les gens un peu parano, les gens qui en font trop, les gens qui sont complotistes, qui sont extrémistes, qui mettent en avant les armes, et les gens qui justement apprennent du terrain, de la nature, sans avoir besoin d'autre chose que... Il se présente comme l'équilibre dans la force, comme celui de tout à l'heure. Voilà, donc,
vous êtes peut-être un survivaliste. Du moins, vous avez peut-être le potentiel d'un survivaliste. Et pour ça, il y a encore du travail. Vous qui apprenez les choses de la nature... On dirait qu'il va nous vendre un truc après. Là. Vous avez peut-être le potentiel, peut-être que vous l'êtes, voilà, peut-être que vous reconnaissez un truc, mais il y a encore du chemin. C'est pourquoi je vends une formation, les 10 secrets de la fréquence divine du survivalisme. Vous qui apprenez comment vous débrouiller, comment utiliser une ficelle, un couteau, comment apprendre les traces de pas, quelle plante je peux manger, tout ça. Vous méritez ce nom de survivaliste. Et c'est pour ça que quand vous entendez survivaliste à la télé... Lui, il y a le côté, c'est une communauté. C'est vraiment un truc avec une façon d'être, un savoir-faire, une culture même, j'ai envie de dire, du survivalisme. Une idéologie. Et c'est sa tribu, quoi. C'est ça. Et le terme a été sali par les médias. Et lui, il n'en démordra pas, il veut le garder. Et il veut rallier d'autres gens à sa vision du survivalisme, quoi, finalement. Ne vous dites pas tout de suite que c'est une personne comme ce que je désigne là, qui s'est évolué et tout ça. Parce que la télé, c'est du spectacle. Beaucoup de journalistes font des caisses sur ça. Et quand vous entendez cette personne était un survivaliste, surtout n'écoutez plus, ok? Quand ils vous disent ça, en général, c'était juste cette personne était un extrémiste. Tout ça pour vous dire que il faut arrêter de mélanger survivaliste et extrémiste, pro-armes. Essayez de vraiment distinguer ces deux genres de choses. Attention aux extrêmes. Et là, vous serez sur la bonne voie. Donc, même si vous n'avez rien chez vous en préparation, vous pouvez très bien être un survivaliste. Parce que vous avez les valeurs qui vont avec. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je mets en avant le scoutisme aussi. Parce que dans le scoutisme, tu apprends tout ça de la nature. Tu apprends à évoluer avec la nature. Tu apprends à te débrouiller, à travailler en communauté. C'est vrai ça. C'est vrai que les scouts... À faire don de soi, de son travail et tout ça. Et la construction. Et ça, il n'y a rien de mieux pour apprendre à être un survivaliste. Donc le scoutisme, pour moi, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc moi, j'ai fait plus de 10 ans de scoutisme, donc plus de 3 ans en tant que chef, et en plus en tant que chef marin. Donc moi, j'ai passé un chef... Eh merci Al 236 qui nous raide. Merci Al, j'espère que ton stream s'est bien passé, et bienvenue à toutes et à tous. Vous arrivez à la fin de la première partie, nous avons regardé des vidéos de survivalistes sur YouTube, en fait... qui sont en train de nous expliquer. Là, finalement, on était un peu presque jouistes qui nous offre une conclusion. On a démarré avec lui, on finit avec lui. C'est quoi un vrai survivaliste? C'est quoi les valeurs, la culture? Qu'est-ce qui est important, quoi? Et on découvrait un petit peu ce monde, voilà, de gens qui aiment les grosses réserves de bouffe et les couteaux. Chef de quart dans le golfe du Morbihan, et j'ai traversé la mer Baltique comme marin, donc... Et alors restez, hein, évidemment, si vous êtes arrivé là maintenant, on termine ce thème-là, et après on switch sur du gaming, et bon... Vous avez raté le début, vous arrivez au milieu d'une enquête, mais voilà. On va résoudre quel est le meurtrier de mon chat, bien sûr. J'ai des notions de marine, et en plus de ça, je suis un scout aguerri qui a appris beaucoup de choses de la nature. Voilà, donc, le survivalisme, vous savez ce que c'est maintenant, et surtout, ne faites pas l'amalgame, et ne faites pas le mélange entre... le chat, franchement, vous avez fait plein d'amalgames ce soir. Cette chose néfaste, et les gens qui ont des vraies valeurs. Et un survivaliste, c'est un amoureux de la nature. On va évoluer en fonction de la nature. On va pas faire n'importe quoi, on jette pas nos déchets dans la nature, on sauve les animaux, on sauve la végétation, on est en harmonie avec elle. Ça, c'est du thé de sapin avec du miel. Donc pas de sucre ajouté, juste un petit peu de miel, c'est le meilleur sucre au monde, et du sirop de sapin dedans. C'est excellent pour la santé. Ah, c'est parfait. Ah oui, ok. Ensuite, on va parler des acquis, ou plutôt des compétences. Si vous admirez le survivalisme, il y a des acquis qu'il faut avoir. Déjà... Après, je voulais le truc au début, maintenant je sais pas si... Elle est longue, la première chose, c'est la patience. La patience, c'est le cœur du survivalisme. Exemple tout con, vous devez faire un feu. Si vous n'avez rien d'autre que votre couteau avec vous, il va vous falloir du temps, beaucoup de temps pour faire un feu. Je vous ai montré la vidéo où je fais un feu à l'archer. Ce feu à l'archer, vous pouvez très bien le faire avec un lacet de chaussure. Donc vous avez de la ficelle. RIP, les gens qui ont des scratchs. Ah ouais, les gens qui ont des scratchs, vous êtes tous morts. Il a dit, c'est lâché. On a vu dans la vidéo juste avant, grâce à l'armée de terre, comment on faisait un feu. Ouais, la patience, c'est vrai. On a tout. Là, franchement, ce soir, c'était bien. L'ordre des trucs, tout est là, machin. Le moment où il a fait le bingo de tous les trucs. Vraiment le fondamental de la survie. Attendre qu'un animal vienne dans votre piège, réussir à faire un feu au bout de 6, 7 heures, 8 heures de travail, attendre que la pluie passe pendant 2, 3, 4 jours, ne pas dormir à cause de la pluie, du vent, toutes ces choses-là demandent beaucoup de patience. Les gens qui sont impatients, moi, ça me berce la pluie. Pas. Ensuite, deuxième qualité du survivaliste, c'est la débrouillardise, l'imagination à travailler. Exemple tout con, hein, je vous ai montré sur mon Instagram, je restaure des haches. Ces manches-là. Ah bah oui, mais ils aiment bien travailler le bois et tout. Bah oui. On a vu l'autre, il faisait des petites sculptures. Donc c'est parti d'un tronc à la base. Là j'en ai une autre que vous avez vu aussi sur mon Instagram.
Oh, elle est bien. En vrai, c'est pas mal. Hein. Il y a un petit loup là. C'est pas mal. Ce genre de... J'aime bien, je trouve ça mignon parce qu'à chaque fois, ils ont une petite facette artistique. Dire l'autre qui montrait tout son bunker, machin, là, il a montré sa petite sculpture et lui aussi, il fait des petits loups sur ses haches. Et en même temps, c'est un bonhomme, quoi. J'aime bien. que je fabrique. Je trouve que ça dévoile un peu son. Je trouve que c'est du développement de personnage, je trouve ça bien. Je vous ai montré comment fabriquer un arc, fabriquer de quoi couper. Donc prendre une pierre, la tailler pour fabriquer une lame par exemple. Fabriquer un abri, une cabane. Quand je vous ai montré la cabane que j'ai fait en hauteur par exemple. Plein de choses comme ça, le piège à gros gibier. Il faut avoir une imagination débordante et il faut savoir la mettre en pratique. Donc un survivaliste c'est quelqu'un qui va savoir utiliser ses mains. Fabriquer tout et n'importe quoi avec ses doigts. Les gens qui sont pas bricoleurs du tout, qui n'ont jamais utilisé un tournevis, une pince ou une scie, vous allez avoir beaucoup de mal à vous débrouiller dans la nature. C'est pour ça qu'il faut dès le plus jeune âge toucher aux outils. Il faut dès le plus jeune âge avoir son petit couteau, bien sûr avec la surveillance des parents. Moi je Voilà, on rigole. Moi je suis pas bricoleur. Hein. Moi je pourrais jamais faire tout ça. Moi je pense que c'est notre façon, c'est notre point de vue depuis le début du live. Je vois qu'on dit ça comme ça. Moi j'aurais la flemme. Non, en fait, je ferais pas ça. Mais je n'ai pas non plus être fier je ne sais rien faire de mes mains. Je ne sais rien faire de mes mains. Voilà. Enfant, 9-10 ans, il peut avoir son premier couteau. Moi, mon premier Évidemment, ne donnez pas un couteau à votre enfant de 9-10 ans, hein, ne l'écoutez pas. Je me dois de faire des des disclaimers. Merci DJ Anemba pour le Prime. couteau, je crois que je l'ai. C'est vrai que j'ai déjà fait un risotto et c'est beaucoup moins dangereux qu'un couteau. J'ai utilisé des couteaux. Quand j'utilise un couteau pour couper des légumes, je me coupe toujours quelque part. Toujours. Bon, maintenant je commence à m'habituer, mais je suis sûr que j'ai encore au moins 2 coupures en ce moment-là. Voilà, j'en ai une petite là, une là. C'est infernal. Hein. J'ai eu aux alentours de 7 ans, 7-8 ans, parce que j'étais scout. Donc moi j'étais louveteau. Petite image de moi étant louveteau. En tout cas, Oh, j'avais mon premier couteau. moi qui parlais de développement de personnage, voilà, on a tout. Quand j'avais, je crois, 7 ans, j'ai appris à l'utiliser. Alors certes, je me suis coupé. Je me suis coupé beaucoup de fois. Ah, Je me rappelle très bien qu'un jour, j'avais un couteau suisse comme celui-ci. À l'époque, les couteaux suisses n'étaient pas verrouillés. Là, aujourd'hui, ils sont sécurisés. Ils ont une lame verrouillée. D'ailleurs, lame non verrouillée, danger. D'accord ? Donc ne prenez jamais un couteau qui n'a pas une lame verrouillée. Je vais vous expliquer d'ailleurs mon... Moi, je commence à bien l'aimer, hein, pardon. Moi, j'apprécie ce gars-là. Bon, on serait sûrement pas d'accord sur tous les éléments qui constituent notre société. Peut-être qu'on ne serait pas d'accord. Surtout. Mais moi, je l'aime bien. J'aurais envie qu'il me protège. Je veux dire, s'il y a une fin du monde, j'espère que ce sera le leader de notre groupe. anecdote et vous allez comprendre. Donc j'avais un couteau suisse qui était vieux coucou des années 90. Hein. Donc la lame était libre. Voilà, je vais vous montrer ça sur la serpette. J'étais sur une branche, dans un arbre, et j'avais mon couteau. J'ai commencé à tailler quelque chose sur la branche. Et mon couteau est... Non, comme personnage, je crois que il y aura un leader, et il y aura lui qui essayera de machin, mais qui, voilà. tombé de l'arbre. Mais moi j'étais toujours en haut. Je suis descendu. Je suis pas sûr, c'est pas comme celui qu'on a vu avec le truc du nucléaire, où là j'ai envie de le croire, ce gars-là, tu vois. Il m'a fait peur. Ok. Mais lui, je sais pas si c'est un bon coach en survivalisme, mais je sais pas. Je l'aime bien, quoi. Il m'attendrit un peu. De l'arbre. Et en descendant, je me suis Je suis accroupi. sûr qu'on pourrait trouver un atome crochu, quoi. Et j'avais pas tout de suite vu, mais mon couteau était par terre. Et j'ai mis ma main dessus. Il est bonne comme ça. ambiance, il est bon ambi. Et j'ai appuyé dessus, il y avait de la terre. Et quand j'ai appuyé, la lame, elle s'est pliée comme ça. Et paf, elle est partie sur mon doigt. Comme ça. Et ça m'a coupé le doigt, mais presque jusqu'à l'os. Ici. J'ai pleuré. Tu sens qu'en soirée, il fait ses anecdotes de bagarre et tout, mais bon, tu vois, ça va. Mais comme jamais. J'étais un enfant. Hein. Pour vous dire que la lame, il faut C'est vraiment le qu'elle soit, rigolo des verrouillée. survivalistes. Mais ça m'a appris des choses. Ça m'a appris à force de me couper. Une fois, j'étais chez moi, j'étais en train de bricoler au cutter avec du Je le verrais bien comme tu vois, candidat de Koh-Lanta, quoi. Tu vois, je trouve qu'il a une personnalité, il a une présence, quoi. carton, puis ça a glissé, je me suis coupé entre les deux doigts là. Là, il n'y a rien de pire comme douleur. J'ai chialé, je suis sorti de chez moi, je suis allé chez Interdit les de voisins, pareil. l'inviter pour Je les tiens à anecdotes. remercier à travers cette vidéo tous les voisins qui m'ont soigné, posé des pansements, des bandages, parce que Dieu sait qu'il y en a eu. Et du coup, premier couteau, très jeune, j'ai utilisé des outils très jeunes, dès l'âge de 10 ans, je savais. Il raconte sa vie en mangeant une pomme. C'est vrai qu'on va peut-être partir. Hein. C'est vrai que là, bon, ça fait 11 minutes. Bon, voilà, c'est un peu long. De toute façon, voilà, là, on arrive à la fin de la playlist. Je crois que là, il y avait un ordre classé jusqu'à la fin d'un peu tout ça. Maintenant, c'est un peu des redites. Mais voilà, on a encore un truc de nourriture. C'est pas utile. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer de la nourriture qui se conserve plusieurs années. Mais, voilà, il est québécois. Et il a une casquette, il a encore une casquette kaki, donc évidemment, voilà. Si, mettons, il y a un cataclysme,
manque Il y a plein de produits. Les croque nature. de courant, longue durée, même une guerre. Fait que si vous n'avez pas un garde-manger pour avoir au moins 1 an d'avance, Les croque nature, là. restez avec moi, je vais vous aider à en faire un. Il est gentil. Bah oui, il est gentil, lui. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois, puis aujourd'hui je vais C'est génial, il s'appelle Rock Dubois. C'est que des... La pierre et le bois, quoi. vous présenter C'est sûrement... Ça, c'est un pseudo. mon garde-manger, différentes choses que j'ai. Parce que politiquement parlant, ça va pas très bien la plupart des pays sur la planète depuis quelques années. Ils font leur intro, ils font leur analyse géopolitique avant d'expliquer leur nourriture. Il y a un schéma, il y a une méta des survivalistes, la casquette. Alors la planète va pas très bien, là franchement, vous avez vu la guerre. Du coup, voilà la bouffe, ou voilà ce qu'il faut mettre dans votre sac. On a tout compris, c'est bon. Fait qu'on sait pas notre avenir, qu'est-ce qu'elle va être. De moins en moins, on a de droits de parole, de moins en moins, on peut plus rien dire. On peut plus rien qu'est-ce qu'on dire. veut faire ou quoi dire. On est de plus en plus gouverné. Fait que je vais vous présenter mon petit... C'est perturbant parce que comme il est une voix de gentil. Mon petit inventaire de nourriture qui se conserve plusieurs années. Et puis, ça va vous coûter environ 2000 $ pour 2 personnes pour plus d'1 an. Fait que vous pouvez rajouter des choses que vous aimez. Moi, c'est les choses de survie. Fait que c'est des choses non périssables. On ne parle pas de choses dans les frigidaires ou congélateurs. En vrai, on va pas revenir sur de la bouffe, mais... Bon, et puis la dernière, ouais, non, ouais, il y a encore une, c'était quoi? Alors là, c'est une vidéo qui... Ah oui, c'est juste parce que le titre m'avait attiré. C'est « Les bisounours ne seront pas les premiers à mourir en cas d'effondrement ». je trouvais juste le titre était fou. Et du coup, je sais pas vers où il va aller. Mais après, c'est fini. qui n'était pas prévu parce que normalement je devais sortir ma vidéo sur comment faire du Nutella maison, mais là vous voyez on est dans un sujet totalement différent parce que suite à la dernière vidéo que j'ai sortie avec Yves Cochet là, j'ai eu littéralement des dizaines de commentaires de personnes qui me disaient des choses du genre en cas d'effondrement le premier gus avec un flingue viendra prendre ses pommes et son eau, et il y en avait des dizaines de commentaires comme ça. Ah c'est la pub, pardon, attendez, ne vous inquiétez pas, j'attends, hein. Bon j'ai peut-être loupé le début de votre pub. De toute façon, on arrive à la fin, on regarde un bout de ça et puis on va switcher, je pense. On a fait un bel étalage du survivalisme. Ça fait plus ou moins 1h30 qu'on regarde. J'aime bien ce genre de temps-là pour ça. Et ça fait écho à des commentaires que j'entends régulièrement. J'avais fait il y a quelque temps une interview d'un youtubeur qui s'appelle Damien Descartes, et en dessous de sa vidéo, il y avait des commentaires à peu près du même ordre qui étaient ce mec-là, basiquement, c'est un bisounours, donc en cas d'effondrement. Ils disent basiquement, du coup. On débarque chez lui avec des fusils. Et un ou l'autre, il disait basiquement, c'était pas parce qu'il était anglophone, ils disent tous basiquement. Et on prend possession de sa ferme. Dans un live aussi, j'avais eu des commentaires du même ordre au sujet de 2 youtubeuses qui, alors comment elles s'appellent, les mamas prévoyantes qui paraissent. Et voilà pourquoi on n'a pas eu des gens comme ça, les mamas prévoyantes. Ils sont des gentils pacifistes et qui ont... Voilà, les survivalistes pacifistes, mais parce que du coup, ils n'utilisent pas le terme survivaliste, ils ont utilisé d'autres termes. Une très jolie installation, avec un degré d'autonomie assez élevé. Et pendant que je faisais le live, vous savez, pendant qu'on fait des lives, il y a des commentaires qui s'affichent sur le côté. Et là, c'est là que les débats internes à la communauté arrivent, et en fait, lui, il a sa propre chaîne, il invite d'autres gens, et c'est tout un microcosme, une niche de tout ça sur YouTube, avec plusieurs groupes et leurs mots-clés liés à leur opinion et positionnement, etc. Et lui est en train de faire un débat interne à ça en disant, bah non, ceux qui sont gentils dans les survivalistes, et ben en fait, ceux qui ont plus les armes viendront prendre les... Voilà. C'est ça l'idée, en fait, c'est un peu... Genre, j'ai l'impression qu'il explique ça. J'avais eu plusieurs commentaires de gens qui disaient des choses du même genre. Et tout ça, ça soulève un point qui est un petit peu récurrent, qui est l'idée que, en cas d'effondrement, les bisounours vont être les premiers à mourir. Et dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous expliquer pourquoi ce genre de raisonnement... D'accord, et lui, il va défendre le fait que non, on peut être gentil, machin, il faut pas forcément être méchant... pour survivre. Et d'une stupidité abyssale, et je vais vous dire qui seront les premiers à mourir, et ce ne seront pas les bisounours, ce seront au contraire les gens qui pensent ce genre de stupidité. Alors pour commencer, et avant de me lancer dans le vif du sujet et de vous parler des bisounours... C'est la ferme autonome. Non, la chaîne s'appelle « Vivre sans argent ».
C'est pas une chaîne axée là-dessus Non, je vais directement. vous faire un petit historique de cette idée, parce qu'en fait, cette idée, elle existe depuis quasiment aussi longtemps que le survivalisme existe. Et c'est l'idée qu'il y a des gens nom a qui, changé. pour se préparer à un effondrement, Il a renommé sa chaîne. Ah, c'est connu, ça vous aimez bien. Ouais, voilà, bah oui. Alors ça veut dire, s'il y en a plus qui connaissent, ça veut dire que c'est safe. repèrent des endroits où il y a des gens qui ont... C'est-à-dire que là, voilà, j'étais à la fin de ma playlist, on commençait à s'écarter de ce qu'on était, de ce qu'on voulait diguer. Là, voilà, qui on, se sont eux-mêmes on rentre de l'autre côté des survivalistes. préparés à l'effondrement et qui ont de la nourriture ou qui ont des installations durables, avec l'idée qu'ils vont prendre des armes et qu'ils vont débarquer chez eux et prendre possession de leur propriété. Initialement, il y a très longtemps, quand cette idée a commencé à émerger, on appelait ces gens des dark preppers. Alors, les dark preppers. Pour vous la faire courte, ce qu'on appelle des dark preppers, c'est des gens qui ont été lobotomisés par la culture américaine, par le cinéma américain et par ces choses-là, et qui ont une vision totalement surréaliste de ce qu'est un effondrement. Et à cause de cette vision... Oui, d'accord, ben voilà, mais c'était ceux-là qu'on cherchait aujourd'hui. Ok, c'était vraiment... D'accord, et lui, du coup, il est en totale opposition, il est comme ça, là. Mais nous, on cherchait des gens qui étaient là-dessus, effectivement. En fait, ce qu'on a regardé ce soir, c'était des dark preppers. Ils s'imaginent que, voilà, s'il y a un effondrement, ça va être la loi de la jungle et qu'ils peuvent débarquer chez quelqu'un, comme ça, avec un fusil, s'installer sur la propriété de la personne et rester en vie. Initialement. C'est ça. Pour rester en vie, attaquons les gens armés. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est un peu, il dit... parce qu'il a eu dans sa communauté, vu que du coup, il y a les survivalistes sur Internet comme ça, machin, plus en mode armes, bunker, machin, et ben ceux-là se disent, ok, si moi j'ai une bonne réserve chez moi et mon bunker, et que j'ai des armes, je peux rester chez moi, et quand je devrais bouger, je vais chez des survivalistes pacifistes qui, eux, ont peut-être des meilleures réserves, un peu truc machin, et qui ne pourront pas se défendre, et je peux leur voler leur camp, leur truc, parce que moi, je serai armé et donc plus fort, et ils défendent ce truc-là. Ok, on est en train de s'éloigner du truc. Mais en vrai... les Dark okay. Preppers, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils un faisaient vortex des incroyable. cartes de l'endroit où les survivalistes habitent, et puis ils se disaient, s'il y a un effondrement, je vais aller chez tel ou tel survivaliste, et puis je vais prendre possession de sa maison, je vais le tuer, et je vais m'installer chez lui. Alors, cette idée-là, en soi, est déjà stupide. Je pense que la plupart d'entre vous comprennent pourquoi. Les survivalistes sont des gens qui se préparent à un effondrement, qui sont armés, la plupart d'entre eux sont entraînés, et ils ont des systèmes de sécurité qui sont parfois assez élaborés. Et donc, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de se dire, ben voilà, il y a un effondrement, il y a 99% de la population qui n'y est pas préparée, il y a beaucoup de gens qui vont pas être armés, il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à l'effondrement, mais moi, comme je suis un crétin, et les Dark Preppers sont réellement des crétins profonds, et ben je vais aller attaquer la seule personne, je vais aller attaquer le 1% dont je sais que c'est un type qui va être armé, qui va être préparé au combat, qui va être entraîné au combat, et qui va m'attendre. C'est-à-dire, basiquement, plutôt que d'attaquer les 99% de personnes qui sont pas prêtes, je vais aller attaquer le seul type contre lequel j'ai une chance de mourir. Alors il y a un YouTuber américain qui malheureusement a fermé sa chaîne et... Bah lui, donc lui c'est pas un Dark Preppers là. Ok. Et que j'admirais vraiment beaucoup, qui s'appelait Main Prepper, et qui avait fait une vidéo entière... Alors voilà, mon arbre, ça c'est mon gros flag. J'ai une casquette. J'ai une casquette. Pour la faire courte, le type c'était un ancien militaire, et il expliquait une règle simple, c'est que lorsqu'on doit se battre contre quelqu'un, il est toujours plus intelligent de se battre contre quelqu'un de faible et de pas armé, que d'aller attaquer un type fort, entraîné, armé et prêt au combat. Ah merde. Attends, est-ce que la vidéo va dans une direction de, en fait, ça va attaquer juste pas les gens qui ont des armes, mais c'est vrai que s'ils sont faibles, let's go. Alors, le mec a fermé sa chaîne, Main Prepper a fermé sa chaîne, donc je peux pas vous mettre un lien vers sa vidéo parce qu'il l'a supprimée, mais grosso modo, dans la vidéo que vous êtes en train de voir, je vais reprendre certaines des idées qu'il énonçait pour vous expliquer pourquoi. C'est que dans une... Voilà, on s'éloigne, mais ok, super, ça va. Ok, waouh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourra retenir de ce soir, de notre soirée des coachs en survivalisme, en survie là. Alors j'ai pas mal fait un résumé quand on regardait la vidéo d'avant en fait, hein, mais voilà. On a appris à faire le sac évac, on a appris à faire son épicerie du survivaliste. Alors le bunker, j'étais un peu déçu, on n'a pas vu de bunker satisfaisant à l'autre, en fait il nous montrait sa cave quoi. Hein. Le risque nucléaire, ok. Avec le gars qui était très sérieux, qui disait bon vous allez mourir. Et puis on avait l'armée de terre qui nous expliquait comment faire un feu. Et puis l'autre avec son gatekeeping du survivalisme en disant vous n'êtes pas survivaliste. Si. Vous faites pas ceci ou vous faites cela. Et donc on a vu que finalement c'était une niche comme ça qui se décomposait en plein de sous-catégories finalement avec toute cette aspiration du survivaliste cliché. Alors moi c'est vrai que quand j'ai démarré la playlist j'étais là-dessus quoi. J'étais sur le cliché américain, les gens bunker, plein d'armes, tout ça. Je voulais voir la résonance que ça avait chez des chaînes un peu en mode conseil et tuto machin en francophonie. Et bon c'est là, hein, c'est un peu là. Hein. Faire du jambon sec. On peut faire du Nutella à la maison. Pour les bunker tape bunker de luxe aux USA, tu vas trouver des dingueries.
Oui, j'imagine, oui. Oui, je vais peut-être pas assez chercher Bunker, mais ouais, je la cherchais des vidéos en francophonie. Et Roro, ce sont tous des versions étranges de Franck. C'est vrai que Franck du Royaume, il doit avoir un peu une vibe comme ça, bah oui. Il doit être... il dit juste qu'il est... Il doit sûrement juste dire qu'il est prévoyant, quoi. Mais... en vrai... Qu'est-ce qu'on pense de Survivalist? Il y a un sondage. On va tous mourir, c'est Choupi en vrai, suicide avant l'apocalypse. Moi, je vote un, mais je vous dis pas lequel. Mais du coup, ouais, il y a tout un truc intéressant, en fait. Il y a évidemment un aspect très politique sur le truc. Et ça que je disais, en fait, du coup, est rattaché à ce terme, même si l'autre essaie de le défendre... ce qu'on a vu ce soir, alors tu peux avoir des gens qui, entre guillemets, sont pas sur la connotation de survie, mais qui finalement sont dans la même idée, mais qui sont plutôt dans la recherche d'autonomie, par exemple, ou des choses comme ça. Et en fait, les deux vont se rejoindre sur des points qui vont connecter le truc, mais on n'est pas sur la même culture et sur la même idée que ça transmet, quoi. Il y avait un côté angoissant, et en même temps, il y avait un petit peu un côté de... Tu vois que c'est des gens qui ont peur, en fait, qui sont stressés, qui sont sûrement un petit peu, voilà, ont peur de quelque chose, quoi, qui sont tombés... L'autre en parlait, que voilà, il y a beaucoup de complotistes qui sont survivalistes. Ouais, c'est ça, Jimmy Panda, c'est exactement ce que je te parle. Là, je te lis tout haut pour que les gens situent, mais si tu veux chercher un peu d'aspect similaire, mais en plus positif, il y a ceux qui vivent indépendamment de la société en cultivant leurs propres légumes, qui expliquent vraiment des choses sympas pour se démerder bien dans la nature. Voilà, c'est ça, et c'est les autonomistes. Bah, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Et ça, c'est totalement pour moi l'équivalent qui vous aurait vachement moins trigger, qui aurait fait un live premier degré et qui aurait été moins intéressant. Évidemment que j'ai cherché évidemment que j'ai cherché ce qui était le plus rigolo à regarder. On n'est pas là pour réellement apprendre des trucs. Non, mais c'est vrai que le sondage, oh là là, à équivalent avec On va tous mourir et suicide avant l'apocalypse. Alors j'aurais pu trouver pire, j'ai pas trouvé plus pire. En vrai, en français, j'ai pas trouvé des trucs plus dingues, ou alors ça, voilà, mais je veux dire, je voulais qu'il y ait absolument du conseil et des trucs d'application. Si ça avait été uniquement des trucs complotistes ou bizarres avec des gens qui expliquent pourquoi ça va être la fin du monde et qui expliquent leur théorie farfelue, là on se serait perdu. J'aimais bien l'idée que ce soit des coachs et qui expliquent machin, mais qui est cet enrobage un petit peu à l'américaine, survivaliste comme ça. On a peur de quelque chose, un danger imminent va nous tomber dessus, ça va être la guerre. La guerre. Et je pense que là c'était le bon juste milieu. Merde, j'ai oublié de couper la VOD, on papote là. Bah écoutez, merci à tous ceux qui ont regardé cette magnifique playlist des survivalistes. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à donner votre analyse également en commentaire, hein. Allez, salut YouTube, à la prochaine.